Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver. Coucou les Martiens, coucou les Martiennes, et bienvenue dans votre mini-talk du samedi, 18h40 sur C8. On va revenir sur les moments très forts de la semaine d'avant dans le flashback. On va regarder tous vos commentaires sur les réseaux sociaux avec QQI. Puis si vous avez envie de réagir, n'hésitez pas, hashtag CLM. Et cette semaine, je suis désolé, j'ai pas d'invité. Du coup, je vais aller piocher dans ceux de Thierry Ardisson. Et bonne nouvelle, Isabelle Nanty va passer nous faire un coucou. Allez, c'est le moment de passer au flashback, mesdames et messieurs. Méline, il est arrivé, Laurent, ou pas? Mesdames et messieurs, Laurent Baffy. Pardon, maître. Pardon. Ça va, Lolo? Très bien. Ça va, t'es prêt pour l'émission de Thierry tout à l'heure? Oui, bien sûr. En plus, il y a Isabelle Nanty, notre amie à tous. Il y a Isabelle Nanty, il y a David Ginola, Maxime Chatta. Il y a Isabelle Nanty. Et exactement, c'est le principal. Il y a 15 jours, tu te rappelles, Thierry, il a reçu Patrick Sébastien? Oui. Pour recueillir son témoignage exclusif, puisque Patrick Sébastien s'est fait licencier de France 2. Bien fait pour... Non, je merde. Oh, non. Ça, c'est pas de chance, alors. On regarde un petit extrait vite fait? Regarde, bien fait pour sa gueule. Delphine Ernotte, la présidente de France Télévisions, a déclaré que vous n'étiez pas sa tasse de thé. Est-ce que parce que vous êtes un mâle blanc de plus de 50 ans? Attends, c'est fou. Il y a rien qui t'a... T'as regardé la vidéo? Il y a rien qui t'a choqué? Attends, regarde, tiens, je te montre. Ça, c'est une photo de Delphine Ernotte. On est d'accord? Ouais. Regarde qui était juste derrière Patrick Sébastien. Ah. C'est pas incroyable? Incroyable. Elle était sur le plateau. C'est fou, hein? C'est fou. C'est un alien, en fait. Tout ce que j'avais dit de gentil, de méchant, de trop mignon ou d'un peu enculé sur l'émission, c'est cuit. L'amour est comme l'oiseau de Twitter. On est bleu de lui seulement pour 48 heures. La semaine dernière, il n'y avait pas d'émission parce que c'était les vacances. Mais heureusement, les téléspectateurs l'ont pas mal pris. Je zappe pour tomber sur des rediffs. J'en peux plus de ces rediffs. Ok, vous l'avez un peu mal pris. Bon, c'est pas grave. On a un autre tweet de Kevin qui dit « J'adore Laurent Baffy dans Les Terriens. Quand est-ce qu'il m'invite pour sa pièce au Splendide ?» Quand il veut, Kevin, tu es mon invité, voilà. C'est quoi la pièce au Splendide? La très jolie trilogie. D'accord. C'était élu la pièce la plus drôle du siècle. Par qui? Beaucoup de gens de ma famille. beaucoup de potes. Deux places pour Kevin, ok, très bien. On a un autre tweet, je sais pas si tu te souviens, donc voilà, quand il y a eu Patrick Sébastien, il est marqué en sous-titre « Ernotte m'a tué ». E-R. Ouais. Mais toi, tu comprends pourquoi. Mais oui, à cause d'Omar. Exactement, Omar m'a tué, Omar Haddad, etc. Voilà. Sauf qu'il y a des gens qui n'ont pas compris et qui ont gueulé. Vous pouvez corriger la faute, Ernotte m'a tué, ça pique les yeux, Ernotte m'a tué, c'est une blague ou quoi? Merde. Et les Français, vous l'avez mis où? Pour une fois qu'il y a des gens qui repèrent les fautes d'orthographe sur Twitter, ils n'ont pas la référence. Putain. Et même le rédacteur en chef de l'émission a répondu, il a fait tout le service après-vente. Bon, comme on peut le constater, c'était à 21h50, donc sa vie sociale le samedi soir a l'air assez... Voilà, et... Un autre tweet. On a Tim qui nous dit doucement les rires en post-prod. Parce que, soi-disant, on trafique et tout. En fait, il faut expliquer aux téléspectateurs, il n'y a aucun rire qui non, il y a Patrick, le chauffeur de salle. Il y a Patrick, déjà, qui fait un travail extraordinaire, que vous pouvez applaudir. Viens. Et Patrick, il fait... Regarde, il a rien fait, tout seul. Il fait bien, j'ai pas fini. Je voudrais te rendre hommage. Il fait à mes yeux le pire boulot de merde parce que je déteste quand les chauffeurs de salle font applaudir une vanne et lui fait son boulot et je le regarde quand il le fait et je lui fais comme ça. On se connaît bien les deux, hein, on se comprend en un clin d'œil. On peut l'applaudir très fort, Patrick. Mais non, mais il y a un truc, c'est que Patrick, il fait un travail extraordinaire, mais il n'y a aucun rire qui n'est rajouté en post-production. En fait, il faut savoir, sous tous les coussins de chaque personne dans le public, il y a un taser qui a été... et regarde, c'est relié, regarde, c'est très précis. Regarde, 1, 2, 3. Voilà. C'est pas mal, quand même. On peut le refaire. Tiens, vas-y, dis une blague pour voir. Eh ben, j'étais dans un sous-marin atomique. C'est bien foutu ou pas, quand même? Ça, c'est génial. Allez, dis une blague, va. C'est 2 putes et un chameau. C'est le chameau qui vous a fait marrer. Hein. Et puis pour terminer, on a un dernier tweet de Toffer qui dit dans 15 jours, Alex Vizorek, c'est Rémi Brica. Parce que toi, tu es avec lui en plateau, il n'y a plus les gréements de fortune. Du coup, c'est lui qui rajoute des instruments. Voilà, tiens, regarde un petit best-of. Rappelle un peu les gréements de fortune. Ouais. C'est bien fait. Mais je me dis, si on remixe tous ces instruments
suis sûr que ça peut faire une super chanson. Ou pas. Regardez. Buddy, you're a boy, make a big noise, playing in the street, gonna be a big man someday. You got mud on your face, you big disgrace, kicking your can all over the place, singing we will rock you. Ça peut le faire, ça peut le faire. Ah, attention. J'ai plus de piles. Vas-y, on le refait un coup. Eh ben non, c'était en off. Je les ai bien niqués, hein. On peut l'applaudir, Laurent Baffy. On se retrouve tout à l'heure avec Thierry. Merci, Loulou. Et tout à l'heure, il y aura Maxime Chatham, David Ginola, Isabelle Nanty, Philippe de Villiers. Méline, elle est arrivée, Isabelle Nanty, déjà ou pas? Elle est là. Faites un maximum de bruit pour Isabelle Nanty. La vache, c'est plus de mon âge. C'est fou. Bon, Isabelle, tu viens pour Munch. Tout à l'heure, Thierry fera la promo, parce que moi, je peux pas vraiment en faire, parce que, Bah non. regarde, physiquement, je crois que je suis dans cette Ah série. oui, merde. Et justement, tu étais venu il y a 1 an et demi dans Salut les Terriens. On regarde un petit extrait. Dernière volonté, si vous deviez mourir là, maintenant. Dernière volonté, c'est avoir le temps de persuader ma fille que ça va être mieux sans moi. Oh, c'est bien. Bravo. Pas du tout. Alors, c'était bizarre parce qu'il y avait un moment qui était joli. Et puis après, il y a une sorte de musique de fête foraine. C'était très bizarre. Une musique de cirque, un peu. Musique de cirque, par exemple. Regarde, ça, on peut le refaire. Voilà, là, je voulais te dire, il y a un mois, j'ai perdu mon grand-père. C'est très bizarre. C'est voilà, des fois, Thierry n'a pas les bonnes musiques. Tu veux en faire un pour voir? Qu'est-ce que je pourrais te faire Un peu de douceur me guérirait. Oui. Mais je sais que c'est demander beaucoup. Oh, c'est joli. C'était musique à propos. C'est l'alliage qui est très bizarre. Est-ce que tu es sur les réseaux sociaux, Isabelle? Non. Mais il paraît qu'il y a des comptes à mon nom. C'est vrai, il y a des faux comptes? Ouais. Donc il y a des gens qui répondent, par exemple. Oui. Il paraît que je vais faire une inauguration d'un truc, là. Et il y a des gens qui t'attendent? Oui. C'est ça. Mais tu sais quoi, ce qu'il y a de bien, c'est que... Enfin, ce qu'il y a de bien ou ce qu'il y a de pas bien, c'est que même quand tu n'es pas sur les réseaux sociaux, tu es quand même sur les réseaux sociaux. Regarde, c'est très facile. Je vais taper Isabelle Nanty sur Twitter et on va voir tous les deux ce qui ressort. Alors, par exemple, tiens, mort de rire, on dirait Isabelle Nanty. Qui a dit ça? Mais c'est drôle, parce que quand j'étais à l'école, j'avais été traumatisée un jour parce qu'on m'avait dit que j'avais une tête d'iguane. Voilà. D'accord. J'ai des têtes d'animaux, facilement. Et ma nièce m'a envoyé aussi un truc, une grosse dame dans un café à Lisbonne, et en disant, dis donc, t'es planqué dans un resto. Alors je lui ai dit, écoute, j'ai quand même un peu maigri, normalement. Non. Michel Pfeiffer ou Isabelle Nanty, ça c'est mignon. Ça c'est gentil. Ça, c'est très gentil. Il a fumé, mais c'est gentil. Avec qui on te confond, parfois? Alors on me confond avec Isabelle Carré, mais ça c'est le prénom, je pense. Ouais. Et puis avec Mimi Mati. D'accord. Et ça t'est déjà arrivé, je sais pas, qu'il y ait des gens vraiment qui se trompent très très lourdement Oui, j'ai eu la chance de tourner avec Jean-Pierre Mocky, et au bout de 5 jours, il me disait des trucs sur ma filmographie et tout ça. Puis à un moment donné, je lui dis, Jean-Pierre, vous me confondez pas avec Marina Foïs? Et au bout de 5 jours, hein, il me dit, ah bon, alors vous n'êtes pas Marina Foïs? Ah bon, mince, alors vous n'êtes pas une vedette. Voilà. Très bizarre, ok. Tiens, une demoiselle, Audrey, qui dit Isabelle Nanty, elle est comment dans la vraie vie? Alors moi, je vais me permettre de répondre à la place de Tal. Si vous l'aimez, bah, vous avez raison, parce que voilà, c'est une femme adorable. Non, c'est vrai, Non, mais c'est vrai. C'est pas vraiment un amour de femme. Et pour te dire, en préparant un peu les Martiens, j'ai cherché des gens qui pourraient dire des méchancetés. J'en ai pas trouvé, c'est du 100% y en a de réussite. Qui pourraient en dire, parce que... Je viens de recevoir un message. Aïe, merde. Un reproche. J'ai peut-être trouvé quelqu'un qui pourrait dire du mal de toi. Vas-y. On regarde. Gna gna gna, Isabelle Nanty, elle est géniale, Isabelle Nanty, elle joue bien, mais qu'est-ce qu'elle est gentille, c'est Sœur Teresa, Isabelle... Non,
Non, bah tout le monde en dit du bien, bah moi non. Je peux en penser que du mal. Isabelle Nanty, bon, il y a 30 ans, m'accompagne dans le sud de la France, puisque je suis marseillais, avec sa 2 chevaux vertes, sur l'autoroute. Elle conduit à 70 km/h dans la voie rapide, la voie de gauche, dite la voie de dépassement. Bah non, on s'est fait dépasser pendant 17 heures par des gens qui klaxonnaient, et elle criait aux sauvages, aux barbares, regardez, ces fous là qui me doublent par la droite. Bah non, c'est toi la folle, espèce de barbare, on a failli crever. Salope. Steph, Ouais, ouais. t'as des problèmes Ah non, de mais moi voiture. j'ai arrêté de conduire, j'ai arrêté de conduire parce que il y a eu une sorte de plébiscite familial et ils m'ont supplié de ne plus conduire. Un jour j'ai emmené mon cousin qui avait une assez grave maladie et qui luttait un petit peu pour rester en forme, et il m'a dit le retour c'est moi qui le fais. Voilà. Et il n'était pas en forme. Hein. Je dis, ah ben, pourquoi? Il me dit, écoute, je suis pas en train de me battre comme ça pour me sortir de cette putain de maladie, pour finir sur un platane. Ouais. Merci beaucoup Isabelle. Tout à l'heure chez Thierry. Ouais. Merci beaucoup. Retrouvez Isabelle Nanty tout à l'heure chez Thierry avec David Ginola, Maxime Chatham, Philippe de Villiers. Thierry, il arrive dans quelques instants. Ne bougez pas. Salut les terriens du samedi. Avec nous ce soir, le Walt Disney de Vendée, l'homme du Puy du Fou, désormais écrivain pour son livre sur Clovis, Philippe de Villiers. La France a un incroyable animateur, c'est David Ginola. 65 millions de spectateurs en 13 films et une série télé à 5 millions l'épisode. Elle a gagné au loto, Isabelle Nanty. L'écrivain qui fait peur à tout le monde, sauf à Faustine Bollard, Maxime Chatham. Et aussi la battle, les Moix d'or et les impôts de Viso. 7 milliards de terriens, et c'est lui que j'ai choisi pour l'Art Review. J'accueille Philippe de Villiers. Philippe de Villiers, bonsoir. Bonsoir. Avant de commencer l'interview, d'abord, pour tous ces jeunes qui ne savent pas obligatoirement qui vous êtes, le magnéto de Blacko, Serge. 1949. Philippe Lejoli de Villiers de Saint-Ignon naît à Boulogne, en Vendée. Son père, ancien résistant et ancien de l'OS, est le maire du village. Issu d'une famille de 5 enfants, Philippe se marie à 24 ans et aura lui-même 7 enfants. Au terme de ses études, il fait Sciences Po et entre à l'ENA. 1978. Nommé sous-préfet du Loir-et-Cher, Villiers reste fidèle à la Vendée, où il crée un grand spectacle en plein air au Puy du Fou. En 81, après l'élection de Mitterrand, il démissionne de la préfecture. Je suis parti en juillet 1981, au moment où j'ai vu arriver les socialistes et les communistes ensemble. Du coup, en 86, quand la droite revient au pouvoir, il est récompensé et devient secrétaire d'État à la culture de Chirac. Soucieux de son ancrage local, il est élu député en 88 et devient président du Conseil général de Vendée. 1994. Après avoir soutenu le non à Maastricht aux côtés de Philippe Séguin, Villiers se classe 3e des européennes de 94. Est-ce que vous allez voter non? Sur sa lancée, il se présente donc à l'Élysée en 95. L'urgence, c'est de sortir la France du socialisme. Sauf que cette fois, il ne dépasse pas les 5%. Après avoir contribué à la victoire du non au référendum de 2005, en dénonçant les plombiers polonais, il se présente à l'Élysée en 2007. Le communautarisme menace l'unité de la République. Mais ne dépasse pas les 3%. Le vicomte de Villiers règne donc sur la Vendée, mais trébuche devant le trône de France. 2010. Atteint d'un cancer à l'œil, Villiers quitte la vie politique. En revanche, il garde la main sur le Puy du Fou qui, en 2017, sera désigné au pays de Mickey comme le meilleur parc d'attractions au monde. S'il a renoncé à ses mandats, Villiers continue en revanche d'influencer le débat politique en dénonçant l'islamisation de la France dans ses livres à succès. 250 000 exemplaires, c'est ça? Oui. Vous vous y attendiez? Non. 2018. Fidèle à ses idées, Philippe de Villiers poursuit la bataille culturelle. En publiant une biographie de Clovis, il espère relancer le débat sur les racines chrétiennes de la France. Voilà. Et tout de suite, on passe à la grande interview de la semaine. C'est l'Art Review.
Alors, Philippe de Villiers, rebonsoir. Vous êtes rare en télévision. Vous n'aimez pas les caméras? Non, c'est pas naturel de se faire maquiller. Ouais. Alors, vous êtes rare aussi en politique. Vous préférez la métapolitique. C'est diffuser ses idées avec d'autres instruments que l'exercice du pouvoir. Vous le faites avec vos livres. Le dernier s'appelle Le Mystère Clovis. C'est publié chez Albin Michel. Nous en parlerons. Nous parlerons aussi du succès mondial du Puy du Fou. Mais avant, je voudrais revenir sur votre carrière politique. Vous avez été un véritable lanceur d'alerte sur des sujets comme la corruption. C'est vous, à l'époque, qui avez dénoncé l'affaire Urbain. Oui. Vous avez été un lanceur d'alerte sur l'Europe supranationale, lanceur d'alerte sur le libre-échange mondialisé, à l'époque avec Jimmy Goldsmith, sur les abeilles. Vous avez été un des premiers à parler du gaucho et du régent. Lanceur d'alerte sur l'islamisation de la France. Vous avez été le premier à dire ce que Gérard Collomb a répété sur le perron de Beauvau, c'est-à-dire on va passer du côte à côte au face-à-face. Voilà, vous avez pratiquement été le premier à aborder ces sujets qui aujourd'hui font l'actualité. Oui, mais sauf que on a toujours tort d'avoir raison trop tôt. Et en fait, j'avais à chaque fois 10 ans d'avance. Je me souviens des abeilles, par exemple, j'avais repris la phrase d'Einstein, quand les abeilles meurent, les jours de l'homme sont comptés. Ouais. C'était en 2004. Alors, vous étiez en avance, ça c'est la première raison. Oui. Puis peut-être vous aviez peur un peu, parce qu'à l'époque, c'était un discours qui était absolument inaudible dans les médias. La question que vous êtes en train de me poser, au fond, c'est pourquoi je n'ai pas réussi. Oui. Là où d'autres ont réussi. Oui. La première raison, effectivement, c'est que ce que je disais à l'époque était inaudible et aujourd'hui apparaît comme une coulée de bon sens. La deuxième raison, c'est que je n'avais pas d'argent. Tout à l'heure, sur le petit reportage, vous parlez de 1995. Je n'oublie pas, ma femme non plus, qu'en 1995, j'ai hypothéqué ma maison. Ouais. Moi, je n'avais pas les emplois fictifs de la mairie de Paris, je n'avais pas les marchés en Inde, je n'avais pas Big Malion, je n'avais pas tout ça. Et donc, je n'avais pas de moyens. Quand vous n'avez pas de moyens, en fait, vous ne pouvez pas y arriver. Si vous n'êtes pas soutenu par les banques, les pouvoirs mondiaux, et puis si vous n'êtes pas un go-lighter en puissance de Bruxelles, vous ne pouvez pas y arriver. Puis la troisième raison, qui est plus personnelle, j'avais peur. Parce que quand j'arrivais sur un plateau, je me prenais des louches de boue, pour ne pas dire plus. Tout simplement parce que depuis 30 ans, mais plus encore aujourd'hui, on ne peut plus parler. On ne peut plus parler parce qu'il y a la cage aux phobes, xénophobes, homophobes, islamophobes, europhobes, tout ça sanctionné pénalement. Et donc, en fait, il y a un périmètre sanitaire avec des miradors autour qui vous illuminent et qui vous prennent en défaut au moindre mot de travers. Donc là, par exemple, avec vous, je vais faire très attention pour éviter de me trouver en situation de délinquance. Aujourd'hui, on peut dire quand même que l'histoire vous a donné raison, donc c'est un peu plus facile de vous exprimer sur tous ces sujets, non? Alors aujourd'hui, ce qui est certain, c'est que pas dans les médias qui restent dans une espèce de congélation soviétiforme, dans le peuple, ce qu'on appelle le populisme. Alors là, c'est fini, là. C'est fini. Les vents ont complètement tourné. D'ailleurs, les vents ont tellement tourné que quand j'ai fait les mosquées de Roissy, j'avais sous-titré l'islamisation de la France. Le journal Le Monde titre sur moi islamophobe, dangereux islamophobe. Aujourd'hui, les deux journalistes Davé et L'Homme, voilà, qui sont les héros qui ont fait le livre de confidence de Hollande. Ils bossent au Monde, hein, les deux là. Font un livre qui marche très bien, intitulé La Seine-Saint-Denis, l'islamisation de la France. Ouais. Donc, en fait, pourquoi ils font ça? Pour vendre. Quand vous parlez d'un plan secret de l'ONU et de l'Europe pour livrer le pays à l'islam, vous parlez d'un nouvel édit de Nantes. Là, c'est quand même de la science-fiction. Non, c'est pas. Ce sont des rapports secrets. Ah bon? Oui, dont j'ai eu connaissance. Et je vous dirai pas comment. Que M. Macron a sous les yeux, puisque nous avons parlé lorsqu'il est venu au Puy du Fou de ces rapports que vous venez d'évoquer. Donc Macron connaît ces rapports. Il connaît ces rapports. Hier soir, je lisais un truc incroyable. La décision du 25 octobre, c'est pas vieux, de la Cour européenne des droits de l'homme, qui condamne une jeune conférencière autrichienne qui a
dit un mot de trop sur Mahomet. La conférencière qui a dit que Mahomet avait épousé une jeune fille de 6 ans. Voilà. Et donc, elle a dit qu'il était pédophile, en quelque sorte. À cause de sa jeune femme, Aïcha. Quel est le terme utilisé par la Cour? Blasphème. Dans le même temps, à quelques jours près, il y a une image scandaleuse de Christ et de la Sainte Vierge enlacés dans une attitude lascive. Et là, la personne a perdu, la plaignante a perdu, parce que c'est la liberté d'expression. En d'autres termes, si vous blasphémez contre l'islam... On a compris, voilà, mais si par contre vous blasphémez contre une autre religion qui est la nôtre, avec nos racines chrétiennes, à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Philippe de Villiers, en quoi l'Europe aurait intérêt à ce que les pays soient islamisés? Quel est leur intérêt? À qui profite le crime? Oui, alors c'est une très bonne question. Alors, le crime profite d'abord aux eurocrates, aux élites mondialistes qui veulent établir un marché planétaire de masse, qui ont besoin d'un consommateur compulsif soumis au divin marché qui vient exaucer ses pulsions. Parce que derrière ça, il y a de l'argent. Il y a non seulement les banques, la finance, la haute finance, mais les grandes entreprises qui sont plus puissantes aujourd'hui que les États. Ça, c'est la première raison. Puis la deuxième raison, ce sont les hommes politiques français et européens qui ont décidé de faire de la France et de l'Europe une société multiculturelle en prenant le risque de faire en même temps une société multidéculturée et multiconflictuelle, parce que nulle part au monde, le multiculturalisme ne marche. Alors, Philippe de Villiers, vous avez remplacé aujourd'hui l'épée par la plume, et vous publiez chez Albin Michel un livre intitulé « Le mystère Clovis ». Vous faites parler Clovis à la première personne. Le livre s'appelle « Le mystère Clovis », il aurait pu s'appeler « Le miracle Clovis », parce qu'au départ, c'est un roi franc, donc un barbare au départ, qui grâce à l'amour de sa femme Clotilde, et grâce à l'amitié d'un homme, Rémi, l'évêque de Reims, va passer de la barbarie au christianisme, c'est-à-dire de Wotan, le dieu nordique, à Jésus-Christ, et se faire baptiser. Voilà, c'est ce que vous considérez évidemment comme la base de la France et des racines chrétiennes de la France. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que quand il est hissé sur le pavois en 481, il y a 5 ans que l'empereur est tombé, Romulus Augustule. Vous parlez de l'empereur d'Occident réfugié à Ravenne, Augustule, qui est déposé un jour et tout part à Constantinople, puisque l'Empire était bicéphale à l'époque. Voilà, donc il n'y a plus d'Empire. Il n'y a plus d'Empire, et en fait, il y a ce petit roi de Tournai, qui ne pèse à rien du tout, qui a 15 ans, et à côté de lui, il y a les Alamans, il y a les Burgondes, il y a les Ostrogoths, il y a les Visigoths, il y a les Vandales, qui sont tous ariens, c'est-à-dire chrétiens hérétiques. Et que font les évêques? C'est leur coup de génie, avec à leur tête Rémi et Avitus de Vienne. Ils parient sur ce petit jeune homme, sur ce barbare, qui est tout aussi sauvage que les autres, tout aussi barbare, même peut-être plus. Ils parient sur lui, et ils lui disent, voilà, vous allez être notre allié, on ne vous demande rien pour l'instant, vous êtes menacés par les Visigoths, nous on est menacés par les Ariens, on est donc des alliés objectifs. Et puis plus tard, ils lui disent, oh, il y a une petite princesse burgonde qui est délicieuse. Bon, elle est catholique, voilà. Et donc ils mettent dans son lit la petite princesse burgonde qui est délicieuse et catholique. C'est un mariage moré-germanico, pas encore un mariage catholique. Et la Clotilde en question, la petite princesse, elle va petit à petit le convertir. Mais pas du tout comme elle pense. Elle pense dans un premier temps qu'elle va faire passer les articles de la foi par la raison de Clovis. Et lui, il n'est pas d'accord parce qu'il dit, qu'est-ce que c'est que ce Dieu, votre Dieu, qui se fait clouer sur une croix? C'est un Dieu de faiblesse. Moi, Wotan, c'est un Dieu de puissance. Et donc, à ce moment-là, Clotilde l'amène à Tours. Il tombe à genoux, on dit, sur le seuil de Monseigneur Martin, l'apôtre des Gaules, qui est mort dans une humilité absolue. Et à ce moment-là, il cherche dans le miroir de l'apôtre Martin à devenir lui-même un roi de pauvreté, un roi de miséricorde et de compassion. Touché par la grâce, quoi. Touché par la grâce, et il devient à ce moment-là le roi du peuple, c'est-à-dire des plus pauvres. Et tant que la monarchie
sera fondée sur l'idée que le roi est le roi des pauvres. Le roi du peuple, elle sera légitime. Le jour où le roi deviendra le premier des gentilshommes, elle est morte. Ça peut s'appliquer à Emmanuel Macron très facilement, ce que vous êtes en train de dire. Bien. Alors, pour vous, Emmanuel Macron n'est pas l'homme de la situation. Pourtant, tout avait bien commencé. Il est allé vous voir au Puy du Fou avec Brigitte Macron, qui vous adore. Parce que vous dites, Brigitte Macron a un faible culturel pour la France des clochers, des semailles, des moissons. Donc là, évidemment, vous vous retrouvez là-dessus. Et puis, vous faites rire Macron. Macron vous aime bien, vous le faites marrer, etc. Et c'est chez vous que Emmanuel Macron a déclaré « Je ne suis pas socialiste ». C'est quand même très fort, parce qu'à l'époque, comme il venait d'un gouvernement Hollande, on ne savait pas ce qu'il était vraiment. Vous savez ce qui s'est chez passé vous, il dit « Je ne suis pas socialiste ». Vous savez ce qui s'est passé? Il était allé voir Jeanne d'Arc, enfin, la fête de Jeanne d'Arc. Il était à Orléans, c'est vrai. Et quand il est arrivé au Puy du Fou, il m'a dit « J'aimerais bien... ça, je ne l'ai jamais raconté. Il me dit « J'aimerais bien voir l'anneau. » Oui, l'anneau de Jeanne d'Arc, vous avez racheté. Voilà. 378 000 €. Voilà. Donc il a vu l'anneau. Et à la sortie, il était pris de trépignement. Avec Brigitte, on lui dit « Retourne-toi, la presse est là ». Et face à la presse, il dit « Je ne suis plus socialiste ». Et là, à l'oreille, je lui glisse « C'est le premier miracle de l'anneau de Jeanne d'Arc ». Alors, quand vous lui parlez de la fonction symbolique du président, le corps sacré du roi, hein, il se tourne vers Brigitte, il dit ah bah, il a raison là, ce qu'il dit. Quand vous lui dites que le multiculturalisme est une menace, il se tourne vers Brigitte, il dit ah bah là il a raison, hein, voilà. L'intronisation au Louvre, formidable. Il avait retrouvé cette dimension qui manquait tant à Sarkozy, à Hollande et aux autres, qu'on n'avait pas connu depuis le général de Gaulle. Il reçoit Poutine et Trump à Versailles, plutôt bien. Tout ça, vous dites, tiens, il va dans le bon sens. Il habite le corps du roi, effectivement. Et puis, il y a l'affaire Benalla. Là, c'est quand même un choc pour tout le monde, pas que pour vous, hein, pour tous les Français, pour tous les gens qui espéraient dans une présidence Macron. Ensuite, il y a les transsexuels sur le perron de l'Élysée. Et puis, il y a le doigt d'honneur aux Antilles, où quand même, là, il s'accroche à ce repris de justice, en fait. On apprendra d'ailleurs 4 jours plus tard que le mec a été re-arrêté dans une affaire de trafic de drogue. Et là, vous découvrez qu'Emmanuel Macron n'habite pas la fonction présidentielle, il habite juste l'Élysée. Oui, c'est-à-dire que, en fait, l'homme que j'ai vu au Puy du Fou n'est pas le même Macron. Donc je ne sais pas quel est le vrai Macron. Ouais. Est-ce qu'il jouait au Puy du Fou? Ou est-ce qu'il joue maintenant? Ou est-ce qu'il est prisonnier de Bruxelles et du mondialisme Rothschild qu'il retrouve? Il y a un peu de doute quand même qu'il soit un peu le fondé de pouvoir de Goldman Sachs. Moi, je lui fais 2 reproches. Il est devenu le fondé de pouvoir de Bruxelles, comme il était le fondé de pouvoir de Rothschild. C'est à peu près la même chose, parce que ça veut dire qu'en fait, il est d'accord pour liquider la France, l'État, la souveraineté, les frontières et l'identité. Et la deuxième chose, plus grave encore, c'est qu'il veut préparer la France à la partition. Sinon, il n'aurait pas choisi comme ministre de l'Intérieur Castaner. Castaner, je l'ai vu ici à cette place. Ouais. Face à vous. Il était là à votre et place, vous lui demandez, vous, naïvement, sur le mode de l'humour, en espérant une réponse un peu conceptuelle, qu'est-ce que vous n'aimez pas chez vous? On s'attend à ce qu'ils disent, je ne sais pas, la lecture, l'expression orale, ma manière de faire les phrases. Bon, c'est dérisoire, mais au moins, ça ne mange pas de pain. Il vous répond, mes fesses. C'est vrai. Et là, je me suis dit, on a touché le fond. Je me suis dit, non. Je me suis dit, j'irai jamais chez Ardisson, parce que j'adore mes fesses. En 2022, face à Marine Le Pen, c'est Macron qui va gagner quand même. C'est-à-dire que les choses sont faites de telle façon qu'à un moment, tout le monde va voter contre Marine Le Pen, qui, il faut bien le dire, quand on l'a vu dans le débat contre Macron, n'a pas été extraordinaire. Et on a des doutes quant à sa capacité de diriger le pays. Est-ce que vous pensez que Macron pourrait se trouver face à Marion Maréchal Le Pen? Et est-ce que si Macron est face à Marion Maréchal Le Pen, elle a une chance? Alors, je vais vous dire, là, vraiment, l'expérience d'il y a 16 mois, là, l'expérience de la dernière présidentielle,
devrait, vous et moi, et nous tous, nous vacciner. On est dans l'imprévisible. On sent que l'histoire s'accélère. Ouais. Ils ont mis 500 ans, la décadence romaine. Nous, on a mis 50 ans. Ouais. Tout va plus vite. On est plus performant. Même la décadence. Eh bien, là, en fait, ça va très vite. Ça va très vite. Moi, je pense que si Emmanuel Macron, je le lui ai dit et je lui redis, parce que je pense qu'il va nous regarder, je lui dis, Emmanuel, si tu ne fais pas face au choc identitaire, à la désagrégation de la France, tout de suite, si tu ne donnes pas des signes à tous les Français qui sont aujourd'hui entre le désespoir et le désarroi, tu seras balayé. Voilà. Emmanuel Macron, qui est parti quelques jours en vacances, ce qui peut lui donner le temps de la réflexion, finalement. Alors, raison de se réjouir quand même, le Puy du Fou, c'est votre grande réussite, parce qu'en politique, vous l'avez dit, vous avez eu beaucoup de mal à faire passer vos idées. Le Puy du Fou, c'est dingue. C'est-à-dire que maintenant, les mômes, ils achètent des masques de Clovis plutôt que des masques de Mickey. Alors, c'est un succès colossal, donc 9% d'augmentation par an depuis 2013. Vous avez été récompensé 12 fois dans le monde et vous avez gagné donc le Hall of Fame. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, vous avez eu un award comme le meilleur parc mondial. Alors, bientôt, vous allez exporter votre savoir-faire en Espagne, à Tolède, en Chine, et vous avez voulu exporter votre savoir-faire en Russie. Et là, j'en reviens pas, c'est incroyable. C'est-à-dire que vous avez été convoqué à Bercy, et on vous a dit, si vous développez un parc genre Puy du Fou en Crimée, c'est le pénal. C'est-à-dire vous allez au tribunal. C'est quoi cette histoire? En fait, j'ai été appelé par Vladimir Poutine, président de la Russie, qui m'a accueilli, qui m'a dit, voilà, je veux faire un Puy du Fou, je ne veux pas faire Disneyland. Je veux un Puy du Fou sur l'histoire de la Russie, est-ce que vous êtes d'accord pour faire ça? Je dis d'accord. Et puis, quelques semaines après, ou quelques mois après, Bercy m'a convoqué pour me dire, attention, c'est pénal. Pourquoi c'est pénal? Parce qu'il y a des sanctions contre la Russie. À cause de l'invasion de la Crimée, en fait, c'est ça? À cause de l'invasion de la Crimée. Et à cause, pas de l'invasion d'ailleurs, parce que la Crimée est russe. Oui, depuis longtemps. Mais ça, c'est une question de diplomatie. La question qui se pose à nous, c'est on empêche des Français d'investir en Russie. Ça veut dire qu'en fait, on préfère se punir soi-même, par exemple les agriculteurs français, qui sont punis par les sanctions. On préfère se punir nous-mêmes plutôt que de développer les relations internationales dans une vision européenne. Donc on vous a interdit de travailler en Crimée. Donc on nous a interdit parce que la Russie est punie. Mais quand vous regardez bien, vous savez, quand j'étais enfant, j'avais un voisin, Alcide, il y avait une petite mare à côté de chez moi et il pêchait les grenouilles. Il y avait des grenouilles et il avait une brouette et après il repartait avec sa brouette. Donc il marchait, la brouette derrière lui. Et il y avait toutes les grenouilles dans la brouette. Et quand il arrivait chez lui, il n'y avait plus une seule grenouille. Ouais. Ben, c'est l'Europe, en fait. Pour ceux qui aimeraient en savoir plus sur le Puy du Fou, il y a votre livre, Le Puy du Fou, un rêve d'enfance, disponible aux éditions du Rocher. Voilà. Ah, il y a autre chose. Il y a une dernière chose là. Une chose à laquelle je pense, c'est la question Colombo. Alors, Philippe de Villiers, vous êtes extrêmement angoissé par l'avenir. Est-ce que votre frère, le général de Villiers, chef des armées, viré par Macron, vous a fait des confidences sur la réalité de la situation politique en France? Alors je vais vous répondre, Thierry Ardisson, les yeux dans les yeux. Si mon frère m'avait fait des confidences sur la situation politique en France, je me considérerais comme tenu par le secret défense. D'accord. Il vous a dit des choses qui justifient votre inquiétude. Mon frère est un soldat. Je sais. Et vous savez comment on appelait l'armée dans le temps? La Grande Messe. C'est ce que vous évoquiez tout à l'heure quand vous parliez d'un plan pour finalement laisser... Mais vous savez, il n'a pas besoin de me parler. En fait, pourquoi il est parti? Qu'est-ce qui s'est passé? J'imagine qu'il a dit aux présidents de la République successifs, en tout cas ceux qu'il a connus, Hollande et Macron, attention, si ça pète dans les banlieues, on n'est pas capable de faire face. On n'a pas les moyens de faire face. On n'a pas les hommes. Et donc, il faut revoir
le profil. Ouais. Alors, Hollande, d'ailleurs, apparemment, l'a écouté, faute de l'avoir entendu. Oui. Et Macron a répondu « Je suis votre chef !» Philippe de Villiers, merci. Merci d'avoir été avec nous. Je rappelle le titre de votre livre, Le mystère Clovis. C'est publié chez Albin Michel. Merci. Merci beaucoup. Alors, il n'y avait pas d'émission la semaine dernière. Qu'est-ce que tu as fait? J'en ai profité pour me balader un peu. Je suis allé sous la mer. Sous la mer? Ouais, dans un sous-marin nucléaire. Avec des bombes atomiques. Non. Ouais. Qui est-ce qui t'a fait rentrer là-bas? C'est Drucker qui a voulu que je sois invité dans une émission. Moi, comme un con, j'ai cru qu'il serait là, qu'on pourrait papoter. Il n'est pas con, Drucker, lui, il n'est pas venu. Hein. Et je me suis retrouvé tout seul. Ouais. Mais ça fait quelle impression dans un sous-marin nucléaire? Mais ça fait peur, c'est angoissant. Et puis, bah oui, parce que tu as le réacteur nucléaire au cul. Au centre, il y a la cathédrale avec toutes les bombes atomiques. Et tout le monde qui fume des joints autour. C'est très, très bizarre, quoi. Salut les terriens du samedi. Bienvenue dans l'émission qui vous aide à vous faire votre panthéon en compagnie de Laurent Baffy. Et tout de suite, j'accueille Yann Moix. Très heureux de vous voir chaque semaine. Merci Thierry. C'est un super plaisir de bosser avec vous. Aussi. Moi, je suis heureux de le voir une semaine sur deux. Je suis un peu moins enthousiaste que toi. Alors, avant de commencer, juste dites-nous quelque chose d'un peu bisounours, quoi, pour nous faire plaisir, un truc sympa. Tout ça est de votre faute, Thierry, mais vous avez donné au point une interview dont je me suis jamais remis. Ouais. Vous avez dit un truc que je trouve fondamental. Les idéologies les pires, c'était le fascisme, le nazisme, le communisme et le bisounoursisme. Oui. Et depuis, j'arrive pas à imaginer. Depuis, j'arrive pas à parler, à m'enlever cette scène de la tête où je vois des bisounours marcher au pas de loi. Alors vous décernerez vos moix d'or tout à l'heure, mais d'abord c'est l'heure de la battle. Alors battle de ce soir, violence à l'école, le tsunami hashtag pas de vague avec Laetitia Avia, Barbara Lefebvre, Nora Bussini et Nicolas Noto. Laetitia Avia, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes députée de La République En Marche de Paris. Bienvenue parmi nous. Barbara Lefebvre, vous êtes professeure d'histoire géo en région parisienne et essayiste. Bienvenue parmi nous. Nora Bussini, bonsoir. Vous êtes étudiante et surveillante en banlieue. Vous avez fait de votre quotidien des chroniques dans Le Point et un livre publié chez Favre qui s'appelle Survaillante. Bienvenue parmi nous. Nicolas Noto, bonsoir. Vous êtes professeur d'histoire géo à Béziers, délégué national de l'Union nationale des syndicats autonomes, section enseignants. Bienvenue parmi nous. Mais d'abord, l'édito de Blacko, Magnéto Serge. Il a suffi d'une vidéo postée sur Snapchat pour que la violence à l'école occupe à nouveau la une de tous les médias. Sur Twitter, le slogan « Pas de vague » a été repris par des milliers d'enseignants pour dénoncer le manque de soutien de leur hiérarchie. Une collègue s'est pris un ciseau. La réaction de l'administration, la première chose qu'on lui a dit, c'est « Mais les ciseaux, ils étaient à bout rond ou à bout pointu ?» Sommé de réagir, le gouvernement lance donc un plan de lutte contre les violences scolaires.
Mais peut-on régler dans l'urgence un problème qui dure depuis bientôt 30 ans? On a vécu des décennies en mettant les problèmes sous le tapis, et puis maintenant il faudrait d'un seul coup considérer qu'on doit être dans une logique totalement sécuritaire. Non. En effet, en octobre 90, Le Monde publiait déjà un article intitulé « Violence dans les lycées de banlieue, les enseignants rompent la loi du silence ». Apparemment, 30 ans plus tard, on en est toujours au même point. Alors, Blanquer propose-t-il vraiment quelque chose de nouveau? Je ne découvre pas le problème, nous avons commencé à agir depuis 17 mois. Sa priorité, c'est que toutes les violences contre les professeurs soient sanctionnées. Chaque fait signalé doit faire l'objet d'une sanction. Cette sanction doit être éducative et on ne doit pas avoir peur de faire des conseils de discipline. Bonne idée! Le problème, c'est qu'en 99, le ministre de l'Éducation, Claude Allègre, faisait exactement la même promesse. Toute agression sur un enseignant sera poursuivie automatiquement, que l'enseignant porte plainte ou pas. Je veux absolument une protection des enseignants. L'autre mesure phare annoncée par le gouvernement, c'est la possibilité d'avoir recours à la police ou à l'armée pour renforcer la sécurité dans les écoles. Je n'exclus pas la possibilité de présence à des moments de tension particulière dans la journée, de présence physique de forces de l'ordre. Sauf qu'en 2005, après qu'une enseignante avait été poignardée à Étampes, le ministre de l'Éducation proposait exactement la même chose. Gilles de Robien l'a dit hier sur notre plateau, il veut faire entrer des policiers ou des magistrats dans les établissements scolaires. Bref, les plans d'urgence contre la violence à l'école s'accumulent sans que rien ne change. Ainsi, selon l'étude PISA 2015, la France se classe 71e sur 72 pour ce qui est de la discipline en classe. Résultat, le niveau scolaire est en baisse, l'éducation nationale a du mal à recruter. L'éducation nationale recrute. Rejoignez-nous. Et de plus en plus de parents inscrivent leurs enfants dans le privé. Très peu de parents choisissent le privé en premier choix, c'est vraiment parce que le public ne répond pas à leurs attentes. Alors bien sûr, il faut espérer que le nouveau plan contre la violence à l'école inversera la tendance. Sauf qu'après 30 ans d'impuissance des pouvoirs publics, il est permis d'en douter. Voilà, c'était l'édito de Blacko, mise en image de Julien Grappe. Alors, 440 incidents graves sont signalés chaque jour dans les collèges et les lycées de France. Voilà, alors Nora Bussini, vous avez publié donc chez Favre sur Vaillante, journal d'une pionne de banlieue, et vous constatez que partout se banalisent les violences verbales et physiques. C'est vrai que moi, avoir appris mon expérience, ça remonte depuis 3-4 ans. J'avais 19 ans quand j'ai commencé. C'est vrai que des cas de violence, il y en a eu beaucoup. Vous avez commencé où, Nora? J'ai commencé en Seine-et-Marne, dans le 77. Après, j'ai fait le 91 et là, je suis dans le 93. Ah oui, vous les faites tous. Oui, là, je les collectionne. Tu cherches la merde, hein? Ouais, je crois, ouais. Ouais, donc dans des cas des exemples de violence que j'ai eu, le coup n'était pas visé, mais je me suis pris un coup perdu en séparant une dizaine de bagarres alors qu'on était en sous-effectif et en fait le coup m'a terrassé et donc voilà, je suis tombée dans les pommes. Ah oui, carrément. Voilà, mais le coup n'était pas visé contre moi, mais je me le suis pris quand même. Oui, il y a des bagarres toute la journée alors. Ah oui, quasiment tous les jours. En tout cas, dans les établissements REP, oui. Le pire étant l'absence de sanctions. Ouais. Vous citez l'exemple d'un gars qui est mis à pied pendant 2 semaines. Il n'y a pas de conseil de discipline, hein. Mais pendant 2 semaines, il ne revient pas, et puis après, il revient. En fait, ce qui s'est passé, c'est que nous, notre établissement, le chef d'établissement nous a, entre guillemets, punis pendant quelques mois de sanctions, parce qu'il en avait assez de gérer tous les rapports, il était fatigué. Puis les conseils de discipline, ça se termine tard le soir, il avait des dîners, comme il nous l'a dit. Donc au bout d'un moment, il en avait un petit peu marre. Donc on a été punis de sanctions. Et sinon, c'est vrai que c'est beaucoup d'exclusions temporaires. Et les conseils de discipline se font, hélas, très rares. Très rares. En plus, ils ne servent pas grand-chose, à mon avis. Alors, il y a aussi le laxisme général. Vous parlez par exemple d'un élève, on a retrouvé une matraque dans son sac, et le principal dit au père, il lui rend la matraque, il lui dit, écoutez, faisons comme si rien ne s'était passé, mais dites à votre fils de ne plus jamais recommencer. Exactement. Il lui a rendu la matraque que j'ai trouvée, c'est vrai. Alors que ce jour-là, j'ai failli démissionner, je me suis dit, je vais quand même porter cette matraque, je vais dénoncer ce qui s'est passé, il lui a rendu. Mais pourquoi un tel laxisme? Parce qu'ils ne veulent pas que l'établissement soit mal noté. Déjà, le fait que l'établissement soit mal noté, si le chef d'établissement a des perspectives de carrière qui continuent, s'il approche de la retraite, généralement, c'est que pas de vague, je pense que l'hashtag est bien trouvé. Et aussi, surtout, parce qu'on a remarqué, c'est ce que j'explique beaucoup, c'est que les conseils de discipline, aujourd'hui, en fait, c'est une sorte de coup de poker. Ça veut dire que si on finit par exclure définitivement un élève, on récupère très rapidement après un autre élève exclu d'un autre établissement. Donc, en fait, tout le monde se repasse la patate chaude, en fait. Oui. Complètement, c'est ça. Ouais. Donc c'est un coup de poker. C'est est-ce qu'on vire celui-ci parce qu'il a tabassé un élève, mais on risque de prendre celui qui a frappé un prof. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Donc voilà. Bien, alors Nicolas Anoto, vous êtes prof d'histoire géo, donc dans un collège difficile, à Béziers. Bon, vous êtes évidemment témoin de tout ça.
mais pour vous, ça a toujours existé. En fait, ce sont les réseaux sociaux qui amplifient le phénomène. Alors, la violence, elle existe depuis des décennies dans les établissements. On est face à des jeunes, face à des adolescents. Donc c'est normal qu'à un moment donné, il y ait des choses qui se passent. Après, qu'est-ce qui se passe? On a un fait grave. Et là, on voit qu'en réaction, on a des mesures qui sont proposées qui sont uniquement de type on va compter le nombre d'exclusions, on va réfléchir à introduire des policiers, mais on ne réfléchit pas à la vraie question. C'est le climat scolaire, c'est la formation des enseignants, c'est les conditions de travail des élèves et qu'est-ce qui peut les faire réussir. Et donc je suis très déçu parce qu'on parle d'éducation, mais pas assez bien, puisque pour ma part, j'ai été recruté prof d'histoire géo parce que j'étais bon sur les sectes chrétiennes en Afrique romaine au IVe siècle. On ne m'a jamais expliqué la psychologie d'un adolescent, comment ça fonctionnait avec un enfant, comment est-ce qu'on pouvait prendre en charge un groupe, etc. Et ça, le ministre ne l'a évoqué à aucun moment. Ouais. Barbara Lefebvre. Donc ce que je dois dire, c'est que je parle toujours de Bensoussan et des territoires perdus de la République en 2002. Martine Aubry s'en est aperçue en 2018, 16 ans plus tard. Et j'oublie toujours de vous citer, donc désolé, vous étiez dans l'affaire avec Bensoussan. Alors, votre livre « Génération, j'ai le droit » chez Albin Michel, vous y dénoncez le pédagogisme. Alors, le pédagogisme, il faut savoir ce que c'est l'épanouissement de l'enfant uniquement. C'est-à-dire, tout doit être fait pour l'épanouissement de l'enfant. C'est vrai que l'élève ne fait plus ses devoirs, il vient réclamer ses droits. Oui, on vit dans une société de toute façon qui est complètement aujourd'hui centrée sur l'individu, mais pas au sens positif du terme. C'est-à-dire que oui, l'individu est un sujet qui pense par lui-même et on l'espère avec l'usage de sa raison. Et on espère aussi que les savoirs transmis par l'école vont l'aider à s'émanciper. Non, on est plutôt dans un individualisme compétitif où finalement c'est la guerre du tous contre tous qu'on est en train d'aider et d'alimenter justement avec cette extension indéfinie des droits de l'individu. Et je rebondis un petit peu sur ce qu'a dit mon collègue. Le problème de la formation des enseignants, on ne nous explique pas la psychologie des élèves, gérer un groupe, mais dans les années 60, dans les années même 70, on n'expliquait pas ça davantage aux enseignants qu'on formait, seulement les enseignants étaient formés différemment. Et ils étaient formés notamment dans le cadre de ce qu'on pourrait appeler une forme de compagnonnage. C'est-à-dire que dans les écoles normales, c'était des enseignants chevronnés qui accompagnaient des jeunes enseignants qui entraient dans la fonction et à qui, petit à petit, on montrait un petit peu les rouages du métier comme une forme d'artisanat, en quelque sorte. Mais entre-temps, effectivement, on a décidé dans les années 80, à partir des années 80, et ça a pris une ampleur phénoménale dans les années 90, de confier la formation des enseignants à ces pédagogistes, justement, à ces gens, ces grands théoriciens des sciences de l'éducation. Et en fait, on se rend bien compte que tout ça, c'est complètement fumeux, que le métier d'enseignant, c'est un métier qui s'apprend aussi sur le tas, au fil des jours, au fil des classes, selon les établissements dans lesquels on est. Alors, vous parlez de la lâcheté des adultes, évidemment, et aussi du clientélisme. Vous citez l'exemple de l'adjoint d'un principal de collège qui achetait la paix sociale avec des canettes de soda qu'il donnait aux petits caïds, en fait. Oui, oui, tout à fait. Moi, j'ai assisté, par exemple, bien des anecdotes que raconte Nora dans son ouvrage. Je les ai vues en tant qu'enseignante. J'ai vu 2 élèves prendre à bras-le-corps le bureau du principal et lui jeter à la figure. Tout a été remis en place et on nous a expliqué qu'elles avaient des problèmes personnels, familiaux. Et le chef d'établissement adjoint, effectivement, lui distribuait des paquets de Haribo et des Tagada, des fraises Tagada, pour essayer d'apaiser la situation. Mais en réalité, il ne cherchait qu'à s'acheter la paix sociale des petits caïds du collège, qui étaient d'ailleurs les petits caïds qui trafiquaient la drogue aux alentours du collège aussi. Bien. Alors, Laetitia Avia, donc vous êtes députée La République En Marche. Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur, a proposé de mettre la police dans les collèges et les lycées. Nicole Belloubet, donc, elle n'est pas très chaude. Est-ce que vous pensez qu'en mettant des flics dans les écoles, ça va s'arranger? Ou est-ce que, si on en est à mettre des flics dans les écoles, c'est qu'il y a un problème beaucoup plus grave? Mais elle veut mettre des flics pour apprendre à parler français ou pour contrôler le... non? La première chose, et pour revenir sur le magnéto de tout à l'heure, il n'y a pas de plan d'urgence aujourd'hui. Il y aura un plan, il y aura un certain nombre de mesures mi-décembre. Christophe Castaner fait une proposition concernant un certain nombre d'officiers qui pourraient venir de manière ponctuelle. Hein. Ce n'est pas tous les jours dans les établissements. Aujourd'hui, il y a des référents dans les commissariats. Il y a des moments qui sont des moments difficiles, sous tension. Je crois comprendre que l'idée, c'est de pouvoir les actionner plus rapidement. C'est une proposition parmi d'autres.
Ce que je pense, c'est que l'école, c'est un lieu de savoir avant tout. C'est un lieu de transmission du savoir. Et en particulier dans les quartiers qui sont des endroits difficiles, où on a vraiment besoin de cette transmission du savoir, parce que c'est ce qui permet à chacun de s'émanciper, il faut les meilleures conditions possibles pour que ceux qui souhaitent s'émanciper puissent travailler sereinement. Le problème, il me semble quand même, et on doit vraiment y revenir, c'est que qui est le premier responsable, qui est le premier éducateur de l'enfant? On a affaire ici à des mineurs. Les faits qui sont aujourd'hui médiatisés sont des faits qui touchent des enfants de plus en plus jeunes. Dès le primaire, on commence à voir... je vous rappelle qu'il y a quelque temps, il y a une institutrice qui s'était fait frapper par plusieurs élèves de CM2. On a des problèmes dans les collèges et les lycées. Ces élèves sont des mineurs. À partir du moment où ils sont des mineurs, reconnus comme tels, ils sont sous la responsabilité de leur famille. Moi, ce que je me demande, c'est quand est-ce qu'on responsabilise véritablement les familles. Un enfant, ça passe un tiers de son temps dans l'école. Le 2/3 du temps restant, c'est avec sa famille et son environnement, c'est-à-dire ses pairs, la cité, les copains, etc. Je pense qu'il est temps de responsabiliser les familles. Non, non. Sur le temps. Non, les deux tiers du temps ne sont pas passés avec la famille. J'ai dit la famille et l'environnement. Parce qu'on est en présence de familles, justement, qui sont surchargées, qui passent leur journée au travail, qui ont énormément de choses à faire. C'est nouveau. Mais je ne dis pas que c'est nouveau. En 1930, on n'allait pas travailler. Je ne dis pas que c'est nouveau. Je vous parle de famille. Et là, on attend aussi des politiques ministérielles dans ce domaine. On attend aussi des moyens. Je vais terminer la phrase. Je vous parle de familles qui sont des familles populaires, qui sont des familles qui ont des... Ça existe depuis toujours. Oui, je ne vous cache pas cela. Mais ce que je vous dis juste, c'est qu'on ne peut pas considérer que ces jeunes passent un tiers de leur temps à l'école et 2/3 de leur temps avec leur famille. Parce que justement, ils passent beaucoup de temps, ils passent beaucoup de temps désœuvrés. Et les premières victimes de ces comportements, ce sont aussi souvent les familles qui voient leurs enfants. Et leur première aspiration pour leurs enfants, c'est quoi? C'est forcément leur réussite. Excusez-moi, madame. Moi, je connais. J'ai été enseignante. J'ai été enseignante et je connais beaucoup de familles qui sont dans les difficultés que vous soulignez et qui réussissent à faire en sorte que leurs enfants ne sortent pas dehors à des heures indues, ne fréquentent pas. Non, la majorité des familles. Ce qui demande de la présence. Je vous explique. La majorité des familles qui vivent dans ces quartiers sont dans les difficultés que vous dites et ne laissent pas leurs enfants traîner le soir, ne laissent pas leurs enfants fréquenter des gens qui peuvent les entraîner dans un certain nombre de comportements délictueux, voire criminels. Il y a une minorité de familles... Vous entendez le vocabulaire que vous utilisez? J'entends très bien le vocabulaire. Qui laissent leurs enfants traîner. Vous savez qu'il y a une femme, en 2003, à Bourg-en-Bresse, qui a été condamnée à 1 mois de prison avec sursis pour avoir laissé justement ses enfants vagabonder le soir, s'enivrer, mettre le feu aux poubelles de l'école, etc. Vous voyez que la justice peut intervenir. C'est ce que vous appelez de vos voeux. On est d'accord, mais vous avez aussi des familles où le père est parti, où la mère est vraiment sous la domination de l'enfant. Un enfant de 15 ans va dire à sa mère mais j'ai pas besoin de t'écouter, tu m'emmerdes. Donc le problème, il est vraiment là, Nora. Il y a une démission parentale qui est de plus en plus conséquente quand même. Moi, je le vois beaucoup avec les parents. Je trouve que, par exemple, les parents prennent beaucoup plus à cœur de venir récupérer le téléphone confisqué de leur enfant que de venir constater avec nous les absences et l'absentéisme énorme qu'il y a. Et de toute façon, je le constate vraiment et on est beaucoup à ramer quotidiennement pour pouvoir obtenir un contact avec des parents. Oui, parce que vous avez des familles où quand le gosse est puni, la mère vient en disant pourquoi vous avez puni mon gosse. Exactement. Moi je me souviens que ma mère elle disait le prof a bien raison de te punir, c'est que tu as dû faire une connerie mon pauvre. Mais ce que je vous dis c'est qu'il ne faut pas non plus généraliser cela. Nora. Moi je pense qu'aujourd'hui ce qu'il faudrait faire c'est de créer une sorte de service national qui viendrait, je pense, je vais être peut-être très dur, géré par l'armée, qui viendrait aujourd'hui s'occuper des élèves difficiles, qui viendrait les remettre dans un décrochage scolaire, leur apporter l'autorité qu'ils ne trouvent pas. Je ne vais pas juger les familles là-dessus, je ne me permettrai pas de faire ça, mais qui viendrait aujourd'hui apporter ces solutions-là. Nous, le problème qui a été dénoncé, c'est qu'on appelle ça éducation nationale et pas instruction nationale. On est censé aussi et avant tout instruire. Et aujourd'hui, on éduque et nous n'avons pas les moyens. Normalement, c'est les parents qui éduquent et l'école qui instruit. Barbara. Il va falloir absolument reformer notre modèle de nation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est devant un délitement complet de ce qui a fait la nation et l'école de la République était là justement pour fabriquer cette nation. Or aujourd'hui, on voit bien, elle est incapable de créer, de générer ce sentiment d'appartenance collective parce qu'on n'a plus en partage une culture et une histoire commune, quoi qu'on en dise. Et pourquoi ? Je reviendrai sur l'état déliquescent de ma discipline, l'histoire-géographie, telle qu'elle est enseignée aujourd'hui. Mais pire encore pour moi, c'est la situation qui est faite à la littérature à l'école. Et personnellement, je pense qu'au-delà même de l'histoire-géographie, la principale discipline qu'il faut remettre au premier plan aujourd'hui à l'école, c'est le français et la littérature. Sans entrer dans la littérature française, on ne devient pas véritablement français. Et je donnerai un simple exemple. Moi, quand mes élèves en histoire-géographie, par exemple, font un exposé
quand j'enseignais dans les zones d'éducation prioritaire notamment, mais pas seulement, parce que c'est très à la mode d'employer l'accent de banlieue pour s'exprimer, j'interdisais strictement à mes élèves de s'exprimer avec l'accent de banlieue. Alors je sais, c'est peut-être glottophobe. Vous étiez glottophobe. Voilà, je sais, j'aurais pu passer sous le coup de la loi, mais heureusement, cette loi ne passera pas apparemment. Moi, c'était strictement interdit, et vous savez quoi? Entre eux, s'ils s'expriment en parlant le wesh-wesh, ça ne me pose pas de problème. Mais moi, je leur expliquais, si vous voulez demain pouvoir vous intégrer socialement, Bien culturellement, économiquement, vous devez parler comme la majorité. Alors justement, Laetitia, c'est vous qui avez déposé un amendement contre la glottophobie à cause de Mélenchon qui a reproché à une journaliste de Toulouse d'avoir l'accent de Toulouse, ce qui est plutôt bien, moi je trouve. Mais est-ce qu'elle n'a pas raison finalement? Il y a deux choses différentes à mon sens. Il y a le fait d'avoir des intonations qui peuvent venir de quartiers, de banlieues. Et puis il y a le fait d'avoir une certaine vulgarité lorsqu'on s'exprime. Ce sont deux choses différentes. À partir du moment où je ne m'exprime pas de manière vulgaire, je ne pourrais pas vous donner d'exemple. Mais je vais terminer. Vous savez, depuis tout à l'heure, je vous laisse vous exprimer. Vous avez beaucoup de mal à faire la même chose lorsque je... Parce qu'on ne comprend pas. Je vais peut-être aller jusqu'au bout de mon propos. Et moi, je ne suis pas pour la stigmatisation de qui que ce soit. Je ne suis pas pour des discriminations liées notamment au lieu de résidence, ce qui est interdit également par la loi. La difficulté avec cette situation, et d'ailleurs on l'a vu lorsqu'il y a eu les événements de Créteil, c'est que à la suite, les professeurs ont publié une tribune pour dire que finalement leur établissement, c'était pas que ça. Parce qu'à chaque fois qu'on va mettre le viseur sur ces établissements-là, eh bien finalement, on va avoir une stigmatisation et tout le monde va dénoncer ces établissements, tout le monde va dénoncer ces quartiers et plus personne n'a envie d'y aller. Et c'est pas ça la réalité. Moi, je suis pour une approche. Le mot stigmatisation dedans, ça serait... Eh bien, écoutez, je vais utiliser les mots que je vais utiliser aussi. Ça serait bien qu'on l'oublie pendant 15 ans, par exemple. On me demande ce que je pense qu'il doit arriver pour ces quartiers, et c'est la première chose, c'est arrêter vraiment de mettre le viseur dessus de cette façon. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est s'occuper du temps, et qui est un temps de désœuvrement pour ces jeunes. Alors, certes, il y a le temps à l'école, il y a un temps en famille, mais on le sait bien, la plupart du temps, ils le passent dans les quartiers, à tenir les murs. Et c'est là qu'il faut agir. Nicolas? Premièrement, prendre le problème à la racine. À chaque fois, on parle d'élèves qui ont été exclus une fois, plusieurs fois. Attendez, là, juste, pourquoi est-ce qu'on attend que l'élève soit exclu avant d'agir? Donc, faire des classes relais pour pouvoir accueillir les élèves en voie de décrochage, ça serait déjà une bonne chose, et ce n'est pas le cas dans tous les établissements. Ensuite, on a un problème de système éducatif. Est-ce qu'on choisit un système dans lequel on a des élèves qui pointent à l'entrée, à la sortie, auxquels on ne donne aucune autonomie, qui sont juste là pour se taire, ou est-ce qu'on part sur un système comme les pays nordiques, où on laisse les élèves gérer une partie de l'établissement avec un foyer, où on laisse les élèves faire de la médiation entre pairs, gérer les conflits entre eux, pour être accompagnés? Là, on a quelque chose d'intéressant, mais qui va demander plusieurs années à faire. Le problème, c'est que le ministre actuel, depuis un an, est en train de revenir sur ce qui avait été fait pendant 5 ans. Si tous les 5 ans, on change de politique, on n'avancera jamais dans ce pays. Yann? La première chose, c'est qu'aujourd'hui, on vit dans une société d'individualisme de masse. Dans les années 70-80, tout le monde voulait ressembler à. Aujourd'hui, tout le monde veut se différencier d'eux. Donc, l'école était là pour créer des individus. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Les individus arrivent à l'école, exactement comme on choisit un menu à la carte, on veut qu'on nous parle de nous. C'est ce que disait André Breton. L'amour, c'est quand quelqu'un me donne de mes nouvelles. Les enfants arrivent à l'école aujourd'hui en disant « un professeur, c'est quelqu'un qui me donne de mes nouvelles ». Eh bien non. L'école est là pour d'abord créer un individu générique qui n'existe pas, qui pendant 15 ans n'existera pas, et à l'issue du baccalauréat, quand il rentrera à l'université, on aura formé un individu, quelqu'un qui est prêt à affronter la vie, ce qui n'était pas le cas avant. Voilà le métier de l'école. La deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, on vit dans une société où, là encore, dans les années 70, 80, 90, la vérité était à l'école. Ouais. Maintenant, la vérité est partout ailleurs et jamais à l'école. La vérité est sur des sites internet et le principal ennemi du professeur, c'est le complotiste. On va à l'école pour vérifier que les profs ont tort. Yann Moix. Merci Nicolas. Merci Laetitia, Barbara, Nora, merci à tous, merci. Merci Yann. Merci d'avoir été avec nous. Et maintenant, c'est l'heure des récompenses qui peuvent faire mal. Les Moix d'or. Alors Yann,
Vos moix d'or, quel est le thème cette semaine? Le faux, Thierry. Ah, le faux. J'adore tout ce qui est faux. Enfin, on vit dans une époque du faux. C'est vrai, quoi. Complètement. Et oui, alors je vais commencer par un moix d'or terrible. C'est le moix d'or de la fausse bonne idée. Et je la donne au loto du patrimoine. Vous avez entendu parler de ça, du loto? Il va pas être content, Stéphane Bern. Oui, justement. Aujourd'hui, l'obsession de Stéphane Bern, c'est de sauvegarder des vieilles pierres, alors que, regardez le problème des migrants, il y a des jeunes vies qui meurent, mais on préfère sauver les vieilles pierres. Par exemple, un château du XIIIe siècle n'habite que des souvenirs. Stéphane Bern oublie que c'est l'avenir qu'il faut abriter, et non pas le passé. Il y a un truc que je trouve absurde dans le patrimoine. C'est-à-dire que je crois que dans toutes les civilisations, il faudrait parfois se faire des saignées. Oublier d'entasser les gravats, de sauvegarder les pierres et de collectionner les ruines. Les ruines, d'ailleurs, qui nous ruinent, parce que vu le prix que demande Stéphane Bern pour sauvegarder ça, c'est un cauchemar. Plutôt que de s'obséder sur les châteaux, allez voir ce qui se passe à Paris, à Château-Rouge. Plutôt que de s'obséder sur les vieilles chapelles, allez voir ce qui se passe porte de la Chapelle, où des exilés sont en train de crever. Bref, ce que je dirais, c'est que Stéphane Bern est un mort vivant, d'où l'expression d'ailleurs être en berne, alors que les migrants, eux, sont des vivants en train de mourir. Oh là là! Alors, deuxième faussaire, c'est moix d'or du faux semblant à Jair Bolsonaro. Il y a quelque chose qui m'agace profondément, Thierry, c'est qu'on compare Bolsonaro à Trump. Ouais. C'est absolument incomparable. C'est exactement comme si Trump-Bolsonaro, on comparait Jean-Marc Ayrault à Goebbels, le jus d'orange au crack, Jean-Pierre Pernaut et Thierry Ardisson, Daniel Gilbert et Audrey Crespo-Mara, Paul Claudel et Rocco Siffredi, Booba et Booba. Booba l'ourson et Booba le rappeur. Oui. Alors, remplaçons le schnapps par la caipirinha, remplaçons la nuit et le brouillard par la plage et le soleil, et on a ce que j'appellerais un barbarisme, le copacabanasisme. Ah là là! Laurent Deutsch. Alors lui, je lui attribue le moix d'or du faux raisonnement. Qu'est-ce qu'il a dit, Laurent Deutsch? Il a dit, je cite, « Aucun intérêt à apprendre l'arabe, puisque la langue française comporte 600 mots d'arabe. » Ah oui. Avec ce genre de raisonnement, comme il y a 40 000 Japonais en France, il n'y a pas besoin d'aller au Japon, par exemple. Alors, par exemple, Thierry, vous savez ce que c'est qu'un dos, de l'expression « j'ai mal au dos », par exemple. Vous savez ce que c'est que l'ami, dans l'ami de pain? Vous avez entendu parler. Quelqu'un de fat, ça vous dit quelque chose? Là, vous demandez où je veux en venir. Oui, fat. Vous connaissez la sole, le poisson, vous aimez ça. Vous avez déjà été là, fatigué, là. Hein. Vous savez ce que c'est une scie, quand vous y êtes. Bon. Tu vas nous montrer taré? Non, non, mais oui, alors je viens de fait, do, ré, mi, fa, sol, la, si. Vous n'avez plus besoin d'apprendre le solfège, par exemple, selon Laurent Deutsch. Il y a le mec qui envoie des colis piégés. Alors lui, le mec, j'ai regardé son nom, le mec s'appelle César Sayoc. Alors lui, il envoie, c'est l'inventeur de l'attentat Canada Dry. Il envoie des trucs, mais en fait, ça fait pchit. Il ne s'est rien passé du tout, en fait, dans son truc. Il aurait inventé, par exemple, la Kalachnikov AO, quoi. Un truc qui n'a aucun... Alors, il y a une phrase de Lacan, en plus, parce qu'il a fait ça par amour pour Donald Trump. Il y a une phrase de Lacan que j'adore, c'est « L'amour, c'est donner à quelqu'un qui n'en veut pas quelque chose que l'on n'a pas. » Trump n'en veut pas de son truc. Donc, il fait ça, il va faire 48 ans de prison pour un type qui ne lui a pas demandé de faire ça pour lui. Mais la remarque que j'ai adorée, c'est le FBI. Le directeur du FBI a dit « Il est trop tôt pour parler des motivations du suspect. » J'imagine que le même mec, après Pittsburgh, a dû dire « Il est trop tard pour parler des motivations du suspect. » Alors, ce qui m'a le plus impressionné quand même dans cette histoire, c'est que César Sayoc est l'adresse personnelle de Robert De Niro. Par exemple, moi, je souhaite la mort de Kev Adams, c'est vrai, mais j'ai pas son adresse personnelle. Je plaisante. Oui, il faut dire je plaisante. Nicolas Sarkozy. Alors là, je donne le moix d'or du faux feuilleton à l'affaire Big Malion. Parce que Nicolas Sarkozy est renvoyé en correctionnel. Alors je trouve que dans cette histoire Big Malion, les scénaristes sont mauvais, l'action est lente, ennuyeuse, les acteurs sont vieux en plus, et on nous avait promis une sorte de Breaking Bad, et on se retrouve un peu dans un Derrick. C'est vraiment le truc, ça commence à sortir les couleurs pisseuses, etc. de l'Allemagne des années 70, avec question pour un champion juste après, bah, ça sent quand même le franchouillard, pas beau. Et ce qui est fascinant avec Sarkozy, c'est que on n'a jamais vraiment saisi ce qu'il avait fait de bien, mais même quand il fait quelque chose de mal, on ne saisit pas. Alors, le policier qui est chargé de la protection de risque de Charlie Hebdo. C'est fascinant parce que le policier chargé de la protection de risque s'est radicalisé. Oui. Alors, on rêvait d'un monde où les radicalisés ou radicalisables allaient se mettre à lire Charlie Hebdo. C'est l'inverse. Tous ceux qui approchent Charlie Hebdo, en fait, se radicalisent. Choron doit bien rigoler, puisqu'on a vraiment l'impression que les locaux de Charlie sont plus à même de radicaliser les gens qu'une mosquée intégriste. Je crois que Choron aurait dit « Les gars, vous êtes en train de vous faire harakiri ». Ah, bravo.
Alors Thierry Ardisson. Ah bah alors, parce que... le mois d'or du faucheton à Thierry Ardisson, mon cher Thierry. Vous connaissez Thierry Ardisson? Oui. Je me suis laissé dire que votre série préférée était This Is Us. Alors vous faites l'interview la plus trash des 15 dernières années en disant que les 4 malédictions du XXe siècle et de ce début du XXe siècle, c'était le communisme, le nazisme, le fascisme et le bisounoursisme. Et vous regardez une série qui s'appelle This Is Us. Ouais. Alors This Is Us, il faut savoir que la petite maison à la prairie à côté, c'est Massacre à la tronçonneuse. Hein. C'est quoi alors? C'est quoi? Ah, c'est génial. Tu pleures à chaque épisode. Eh bien... Mais tu pleures tout le temps. Ouais. Je trouve que Thierry, vous vous bisounoursisez. Un peu, et qu'à tout prendre, je crois que le fascisme, le nazisme et le communisme, vous irez mieux au teint. Oh Yann, merci d'avoir été là. Merci beaucoup. À la semaine prochaine. On se retrouve après la pub pour la suite des Terriens du samedi. À tout de suite. Bonsoir les Terriens du samedi. Bienvenue dans l'émission qui vous aide à vous faire votre panthéon. Laurent Baffie est toujours là. Et j'accueille David Ginola, Isabelle Nanty et Maxime Chatham. Bonsoir à tous les trois. Bonsoir. Alors, David Ginola, une ex-star du football international, mannequin cheveux chez L'Oréal, qui a eu la vie sauvée par M. Pokora, avant de devenir animateur télé et père d'une candidate de Danse avec les stars. C'est pas une carrière, c'est un camoulox. David Ginola, mesdames, messieurs, applaudissez. David Ginola, il a vu la mort en face et il lui a fait un petit pont. Pas fait un petit pont, j'ai fait un bras d'honneur. Oui, un bras d'honneur, vous avez raison, c'est mieux. Alors, je rappelle, pour ceux qui ne le sauraient pas, que le 19 mai 2016, pendant un match de foot amical à Cannes, vous avez fait un arrêt cardiaque. Heureusement, parmi les joueurs, il y avait des gens qui savaient faire un massage cardiaque. C'est ce qui vous a sauvé. Vous vous rendez compte, si vous aviez joué au foot avec Baffy, il vous aurait touché les couilles. Pour déconner, il aurait réagi. Un chabit peut ranimer aussi. Ah, hein. C'est ça, ouais. Et là, il y aurait eu une mort subite. Et là, il y aurait eu mort. Non, voilà. je t'aurais pas lâché. Alors, malgré le fait que tu aies fait un centre trop long. Ah non, non. Ah non, non, on a dit non. Non. Alors, ah non, non. Voilà. Je vais m'en occuper personnellement. Maintenant, on parle de l'arrêt cardiaque, ça évite de parler de la Bulgarie, évidemment. Bon, alors, Frédéric Mondy vous a massé le torse pendant 9 minutes. C'est la seule fois que vous êtes fait masser le torse par un mec, rassurez-moi. En y réfléchissant bien, oui, c'est vrai. Parce que moi, ça m'est arrivé, mais j'avais pas fait d'arrêt cardiaque. Vous donnez du mal, d'ailleurs, pour que les gens apprennent à faire des massages cardiaques, parce que c'est vrai que ça peut sauver des vies, la preuve. Il paraît que le mieux, c'est sur le rythme de Sting, là. Vous savez ça? C'est le beat derrière. Alors là, si tu mets du Benjamin Biolay, tu meurs. Ou du Brassens. Elle est à toi, cette chanson. On rigole parce que il faut qu'on en rigole un petit peu, mais c'est quand même quelque chose de très sérieux. Et en France, on est tellement en retard que je trouve qu'il faudrait qu'on ait un peu plus de sérieux au niveau de nos politiques et des instances pour un projet de loi qui soit passé, pour qu'on apprenne les gestes qui sauvent dans les écoles, dans les entreprises. On est en retard par rapport à tout le reste de l'Europe et c'est pas normal. La loi Ginola. Survivor. Isabelle Nanty, mesdames, messieurs. Bravo! Il y a un truc. Attention, attention. Astérix, Mission Cléopâtre, Les Visiteurs, Amélie Poulain, Le Bonheur est dans le Pré, Les Profs 1 et 2, Les Tuches 1, 2, 3. 65 millions d'entrées, autant qu'il y a de Français.
C'est pas une comédienne, c'est une patte de lapin, en fait. Dès qu'elle est dans un film, ça cartonne. Ah ouais, c'est fou, c'est incroyable. Alors, il y a une série sur TF1 qui s'appelle Munch, donc on va en parler tout à l'heure. Et là, pareil, 5 millions par épisode, même, des fois un peu plus. C'est absolument incroyable. Pas exagéré, ça fait quand même 2 triomphes. Et vérifiez que vous avez bien fermé votre porte, qu'il n'y a personne caché sous le lit, que les couteaux sont bien rangés à leur place. Voici le roi du livre qui fait peur, Maxime Chatham. Maxime Chatham, 25 romans au compteur, 7 millions de livres vendus, c'est absolument incroyable. Les traductions dans 20 pays. On vous surnomme le Stephen King français, le prince du thriller. Vous publiez chez Albin Michel Le Signal. On va en parler tout à l'heure. Les protagonistes du roman s'appellent les Spencer. Ils ressemblent étrangement au Chatham. Lui est dramaturge, elle était animatrice de télé. Évidemment, on pense à votre femme, Faustine Bollard. Vous n'avez aucune imagination, en fait. C'est ça. En fait, j'ai fait 25 fois le même bouquin. Non, mais c'est vrai, tous les soirs, je faisais lire les chapitres à ma femme qui me regardait en me disant « Mais enfin, c'est moi, quoi, et c'est moi. » Les gens vont penser que je veux vraiment arrêter mon métier, du coup. Elle ne veut pas arrêter. Mais non, elle ne veut pas arrêter. Elle devrait. Non, ça marche très bien sur France 2 l'après-midi, c'est vrai. Là, on ne peut pas dire le contraire. Ça cartonne, même. C'est vrai que Marie de Faustine Bollard, ça fait moins peur que Prince du thriller. Ça, c'est sûr. Ouais, mais il y a une fierté, là, quand même. Et maintenant, c'est l'heure des infos de Viso. Comment ça va? Mais bien à vous. Ah, ils sont en feu, le public. Ah, tout va bien. Tout va bien. Ouais, on est très contents. On est parti? Ouais, on est parti. Jingle. Cette semaine, c'était la Toussaint, Thierry. On a tous, bien sûr, une pensée pour nos disparus. François Hollande, sur le point d'acquérir une résidence à Tulle. Et on va pas se mentir, ce qui nous inquiète, c'est pas tant qu'ils redeviennent propriétaires à Tulle, c'est qu'ils redeviennent locataires à l'Élysée. Car oui, d'après son ancien conseiller Gaspard Ganzer, François Hollande veut revenir. Pas d'inquiétude, hein, car selon son entourage, Michael Schumacher voudrait lui aussi revenir. Et pendant ce temps-là, Emmanuel Macron vide son agenda pour se reposer. Il a le droit, lui aussi, à ses vacances de Toussaint, prendre quelques jours pour lui aussi fêter ses morts, le code du travail, les retraites, l'écologie, Alexandre Benalla. Ou pour oublier sa cote de popularité, qui est encore plus basse par rapport à Édouard Philippe. Macron, il va être bientôt moins populaire que Nordal Lelandais. On est loin. Mais il faut le soutenir, Manu, parce que c'est quand même triste pour un ancien banquier quand plus personne t'accorde aucun crédit. Oh là là. Ah, ça bosse. Passons aux insoumis. Alors, je ne parlerai pas... oh, il l'attendait avec impatience. Je ne parlerai pas du couple Mélenchon-Chikirou. D'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon nous a prouvé que c'était l'exact inverse de François Fillon. Puisque Fillon, en plus de coucher avec Pénélope, on a découvert qu'ils étaient censés bosser ensemble, tandis que Méluche, en plus de bosser ensemble, on a découvert qu'ils étaient censés coucher avec. Mais... je vais parler de l'autre couple, Alexis Corbière et Raquel Garrido, qui ont bénéficié d'aide aux travaux pour ménages très modestes. Vous êtes fiers de vous, Thierry? Laissez vos collaborateurs comme ça, dans la précarité, avec le pauvre salaire que vous donnez à Raquel, elle doit demander des aides sociales, mais... il faut payer correctement les collaborateurs. Bon, ça fait 10 ans que ma fille s'habille chez Emmaüs. Vous trouvez ça bien? Politique internationale. Et voilà. Ça, c'est un nouvel instrument. C'est un nouvel instrument pour parler du...
Ah, du Brésil. Du Brésil, évidemment. C'est bien produit, cette émission. Le Brésil bascule à l'extrême droite. Bolsonaro élu président. Alors, Marine Le Pen a salué, évidemment, l'élection de Bolsonaro et elle a dit qu'elle attendait avec impatience qu'il nomme son prochain gouvernement, avec, elle espère, Joseph Menguelito, Adolfo Eichmanninho et Klaus Barbinho, hein, de préférence. Mais c'est vrai que l'extrême droite au Brésil, ça reste moins inquiétant que dans d'autres pays. C'est vrai que le bruit des tongs, ça fait moins peur que le bruit des bottes. Ouais. Mais on verra, on verra. De toute façon, il faut attendre l'entrée en fonction de Jair Bolsonaro. Alors oui, c'est son prénom, il s'appelle Jair. C'est qui nous fait plus spontanément penser à une éjaculation faciale, mais oui, bah oui. Et d'ailleurs, il y a des ressemblances entre les deux. On s'attend à un gros durcissement et ça va nous piquer un peu les yeux. On voit le mec qui s'y connaît. Il y en a 2-3 raffinés. Hein. C'est important. International toujours avec mon chouchou, le président algérien Abdelaziz Bouteflika. Il sera candidat à sa réélection. Donc la saison 10 de Walking Dead se déroulera en Algérie. En plus, le gars, il t'annonce ça la semaine de la Toussaint. C'est quand même magique. Quand je pense qu'il y a encore des gens qui doutent qu'il y ait une vie après la mort, mais regardez, c'est évident. Alors c'est vrai que quand on dit Bouteflika et urne, on pense pas directement à élection. Oui. Non, c'est pas bien. C'est pas bien. Revenons en France avec la problématique de la chasse. Alors, en Savoie, il y a un arrêté qui oblige les promeneurs à porter des gilets fluorescents. Alors, clairement, c'était peut-être plus malin de porter des gilets pare-balles, parce que tout a commencé, évidemment, avec ces problèmes-là. En Bretagne, quand même, avec 2 surfeurs pris pour des faisans par des chasseurs. Oui, mais si vous voulez, les mecs, ils picolent tellement que je crois qu'il ne faudra pas s'étonner qu'un jour, il y en a un qui descende d'un deltaplane en pensant tirer un lapin. Mais les gars... On reste dans les animaux avec cette incroyable découverte à Sydney. Un couple de manchots homosexuels accueille un bébé et l'élève. Là, je pense que Marc-Olivier Fogiel tient le pitch de son prochain bouquin. Ah ouais. En tout cas, ça va être drôle à la manif pour tous de les voir défiler contre deux papas pingouins, deux papas pingouins, deux papas pingouins. Animaux encore. Animaux encore. Vous faites mes relances, ça fait plaisir Thierry. Je fais mon travail en fait. Cette semaine, le Parisien a publié un palmarès, je crois, on l'attendait tous avec impatience, celui des noms de chiens et chats les plus donnés en France en 2018. Et c'est Oslo, Oscar et Nala. Voilà, ça c'est pour la France, hein, parce qu'en Chine, le nom le plus donné aux chiens et aux chats, c'est Menu B6. La bière. Ah ben la bière, mais oui, vous connaissez tout aujourd'hui. Bah oui, la bière au goût de vagin pourrait débarquer en Suisse. Alors là, on connaissait la bière à la cerise, voilà donc la bière à l'abricot qui arrive. On espère qu'elle sera bien fraîche. Elle est raffinée, celle-là, oui. Elle est finote. Il y en a Ou à la figue. C'est quelle... Oula, la bière à la figue. Oui. Il bosse à France Inter. Ouais, c'est celle que je peux pas refiler. Figue. N'hésitez pas. Du poète. Non, mais voilà. En fait, il s'agit d'une brasserie polonaise qui propose cette bière brassée et fermentée avec des bactéries vaginales de 2 top modèles. Voilà. Oui, d'accord. Je crois qu'ils ne sont pas encore d'accord sur le nom. Ils hésitent entre 1669, la Left ta culotte ou la Stella Chlamydia. Ils savent pas encore. Voilà. On est. Ouais, il y a des niveaux là. Ouais. Allez, les brèves. Spécial Toussaint dans les brèves. Voilà. Petite pensée pour des défunts, à commencer par le rappeur canadien John James, qui meurt en tombant d'une aile d'avion pendant le tournage d'un clip. Et c'est là qu'on se dit qu'à Orly, on aurait peut-être dû les laisser embarquer, Booba et Karis. Et enfin, chez moi, à Bruxelles, peut-être la plus belle mort dans le quartier de Saint-Josse, un client de prostituée décède en plein acte. C'est ce qu'on appelle la pompe funèbre. Oui. Allez, l'artiste de la semaine, Thierry. Hop, alors là, il me faut... je mets le... Parce que chaque semaine, je propose une petite visite culturelle. Ouais. Cette semaine, l'artiste française Sophie Calle. Ah bah oui, vous connaissez, vous adorez, super. Bah oui, on la voit ici, hein, elle montre sa chatte. Mais alors non, c'est pas rigolo, parce qu'en fait, elle a consacré, justement, on reste un peu dans le thème, une exposition entière à la Galerie Perrotin, c'est jusqu'au 22 décembre, à son chat, qui est décédé. Alors, on va voir la bête. Voilà, on peut voir sur la photo, ce que le chat se demande bien ce qu'il fout là. Le chat qui s'appelle Souris. C'est un peu schizophrénique, hein, comme ça, d'appeler un chat du nom de son opposé. C'est comme si Éric Zemmour appelait sa fille Absatou. C'est pas prévu tout de suite. Et le chat nous a quittés en 2014. Alors on le voit ici, dans son fameux sarcophage.
Oui, petit jeu de mots de qualité. Il y a aussi des enfants qui le regardent. Laurent Ruquier sort de ce corps. Bah, oui, j'aimerais autant qu'il n'y rentre pas déjà. Éventuellement. L'autre partie de l'exposition, donc il n'y a pas que sur le chat, s'appelle Parce que. En fait, elle décline sous la forme de rideaux noirs recouverts de différentes inscriptions, des phrases où il y a écrit Parce que. Et puis vous soulevez le rideau noir et sous le texte, on découvre la photo en rapport. Cette œuvre-ci, on va la voir. Voilà, un exemple concret. Parce que je me demande combien ça coûte. Et puis là, vous soulevez. Alors, on ne sait pas, sans doute, qu'il doit y avoir une photo des comptes de campagne de Jean-Luc Mélenchon. Mais Sophie Calle, c'est toute une carrière. C'est 40 ans, évidemment, de création. Ouais. Je vais essayer de vous montrer quelques exemples, pas résumés, évidemment. Elle a beaucoup parlé d'elle. Voilà, ici, on la voit en train d'imiter Jean-Marie Le Pen lors d'une soirée Time's Up. Mais Sophie Calle, c'est aussi du quotidien avec cette œuvre, notamment. Elle a fait une performance dans les années 70. Ah, vous la connaissez, celle-là? Voilà, où elle demande à des inconnus de venir passer un certain nombre d'heures dans son lit afin que celui-ci soit toujours occupé. Une performance qui sera reprise dans les années 90 par Carla Bruni, mais alors avec des gens connus à ce moment-là. Et en 84, Sophie Calle se rend à Los Angeles où elle prend des habitants au hasard en photo et elle leur pose cette question. Elle écrit après à côté la réponse. La question est « Puisque Los Angeles veut dire la ville des anges, où sont les anges ?» Alors heureusement qu'elle n'a pas fait la même chose en 43 à Villejuif. Je vous laisse un instant pour celle-là. Et plus tard, le divorce. Le divorce, voilà. Alors ça, le petit texte explique, en fait, en gros, qu'elle était convaincue d'être un homme et qu'elle avait donc un rituel avec son compagnon, c'était de faire pipi à sa place. C'est-à-dire en lui sortant son sexe et en visant et puis en lui remettant dans le pantalon. Alors c'est étrange, c'est rigolo et c'est vrai que ça aurait été encore plus drôle de voir la même performance avec Mimi Mati et Teddy Riner. Faites-vous l'image, c'est amusant. Voilà, allez découvrir Sophie Calle à la Galerie Perrotin, car l'art, c'est comme la politique, c'est pas parce qu'on n'y comprend rien qu'on peut pas en parler. Bravo. C'était Alex Vizorek qu'on retrouve ici la semaine prochaine, sur scène, à Paris et dans toute la France. Et maintenant, c'est l'heure de la promo qui s'affiche, c'est Shopping. Et voilà, un artiste, c'est aussi un code barre. Rebonsoir, Maxime Chatham. Rebonsoir. Alors, en cette semaine de la Toussaint, il est évident de recevoir Maxime Chatham, l'écrivain qui réveille les morts, finalement. Quand vous étiez gamin, vous adoriez vous balader dans les égouts, dans les souterrains, dans les catacombes. Pas étonnant qu'après avoir été caissier chez McDo, veilleur de nuit, vendeur à la Fnac et brièvement comédien, vous ayez entamé des études de criminologie. Vous racontez que quand vous avez assisté à votre première autopsie, vous avez refusé de mettre du baume dans les narines pour véritablement sentir l'odeur de la mort. Oui, c'est vrai, ça. C'est dingue. Et vous savez, les légistes et même les enquêteurs vous diront tous, il n'y a que dans les films qu'on fait ça, parce que personne ne fait jamais ça de mettre. Ah ouais. Mais non, parce que c'est censé en fait vous ouvrir le nez en réalité, donc c'est pire. Vous avez une odeur de menthol, mais derrière l'odeur du cadavre est encore plus abominable. Ah oui, il vaut mieux l'odeur du cadavre pur. Bah, tant qu'à faire, oui. Et moi, mon idée, c'était simplement pouvoir décrire. J'aime pas les romans où on vous dit, il rentre dans la pièce, le corps est par terre, l'odeur est abominable, une odeur de putréfaction, ok. C'est quoi une odeur d'un cadavre? J'avais envie de décrire, et pour ça, il fallait le sentir. Aïe, 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 ouais. Alors, vous êtes obsédé par les origines du mal. Vous dites, le mal naît du hiatus énorme entre ce que l'homme est biologiquement et ce que la société voudrait qu'il soit. Expliquez-vous. C'est simplement le meilleur exemple, c'est la société américaine, une société très puritaine dans laquelle il faut être extrêmement fidèle, le rapport à la sexualité est quand même très codifié, il faut être beau avec un corps comme ça, et en même temps c'est le pays qui produit, qui consomme le plus grand nombre de films porno, ouais. C'est le pays dans lequel il y a le plus grand nombre de malbouffes, et cette espèce de tiraillement permanent fait qu'à un moment ça explose chez certains. On nous dit il faut être comme ça, il faut être un parangon de vertu, et en réalité on fait fi de tout ce qu'on est biologiquement, animalement. L'un d'exemple, par exemple, c'est la vie de couple. On vous dit, il faut être... Non, mais c'est vrai, toute sa vie, il faut être avec la même personne, fidèle, etc. On n'est animalement pas fait pour ça. Donc, il faut faire un travail intellectuel pour que ça tienne 30, 40, 50 ans. Et ta femme, elle sait que tu n'es pas fait animalement pour tenir... Elle a l'info ou pas? Alors, cette question du mal est centrale dans votre dernier roman, Le Signal.
publié chez Albin Michel, Le Mal. Alors le pitch, la famille Spencer quitte New York pour s'installer dans le Massachusetts. Je y suis arrivé. Tout a l'air très calme en apparence, mais évidemment, d'étranges événements se produisent. Des ombres, des voix et surtout des meurtres inexplicables. Ouais, c'est un bon résumé. L'idée, en fait, c'est de... J'avais envie de retrouver les peurs que j'ai eues quand j'étais adolescent, que je lisais Stephen King, Lovecraft, Dean Koontz, Masterton et compagnie. J'avais envie de retrouver ça. Et à un moment, le créer avec les mots soi-même, c'est le vivre quelque part. Donc je me suis amusé à essayer de me faire peur, à réfléchir sur les peurs qu'on a au quotidien, celles qu'on a tous connues quand on était gamin, la peur du noir, des insectes, etc. Ou de la chose qu'il peut y avoir sous le lit. Et j'essayais de voir si je pouvais en faire un livre. Et j'ai fait ma petite tambouille et ça a donné un roman qui est censé faire peur. Ah mais ça fait très peur. Il y a 83 chapitres qui sont haletants et là vous êtes très fort parce que c'est qu'à la fin de chaque chapitre, il y a ce qu'on appelle un cliffhanger, c'est-à-dire qu'on se précipite sur le suivant. Donc c'est très très bien foutu. Vous bossez comme un dingue. Hein. Ouais, c'est du boulot. Là, vous écrivez entre 7 et 10 heures par jour quand même. Et vous pouvez aller jusqu'à 14 heures par jour. Ouais, ça peut être pire parce que en réalité, quand je suis sur la fin d'un bouquin, ça devient obsessionnel. Ouais, bien sûr. Il faut que ça sorte. J'ai tout au bout des doigts, dans la tête, etc. Et l'idée, c'est qu'à un moment, j'arrive même plus à dormir. C'est-à-dire que je me lève à 4 heures du matin, je vais bosser, je dépose les enfants à l'école dans un mode complètement zombie. Et puis je reviens bosser jusqu'au soir. En général, ma femme sait que pendant 15 jours, 3 semaines, parfois un mois, je vais faire que passer. Quoi. Vous avez 17 romans en stock, c'est incroyable quand même. Il y a 17, en fait, j'ai des carnets de notes dans lesquels j'ai à peu près 17 idées suffisamment développées pour faire des romans. Alors l'héroïne, Olivia, est une animatrice qui a arrêté la télé pour faire de la radio. Est-ce que Faustine quitterait France 2 ? Non. Non, elle est heureuse. Elle est très heureuse dans son métier. Il faut dire que quand même, Faustine, elle passe de ses émissions sur France 2 l'après-midi, ou à l'interview des cas sociaux quand même tous les jours. C'est assez difficile d'ailleurs. Et elle, quand elle rentre chez elle, elle tombe sur vous, qui êtes quand même dans un univers habité par la mort. Quoi. Elle continue le boulot à la maison. Ouais, c'est ça. Mais non, mais elle va craquer, faites gaffe, parce que Frédéric Lopez, qui faisait son boulot, il a été obligé de s'arrêter. Il était complètement ravagé par ça. Ah ben c'est la question que beaucoup de gens lui posent. Je pense que toutes les émissions de témoignages, elle en parlera mieux que moi, mais ont un coût humain énorme. Non mais sérieux. Ouais, mais en même temps, vous voyez... Ma femme m'équilibre parce que moi, je suis quelqu'un qui plongeait dans mes bouquins toute la journée. Je suis dans un monde parfois un peu glauque, un peu noir. Et je suis un taiseux. Et elle rentre avec son énergie, sa vie, etc. Et elle va encore me faire parler. Donc elle continue d'accoucher des gens. On a bien vu le côté taiseux, là. Alors c'est bizarre. C'est très bizarre à la maison parce que ça, par exemple, cette photo, c'est quand vous découpez des fraises, par exemple. Voilà. Oui, mais je crois que dans la famille, on a une déformation. On ne peut pas faire les choses normalement. Voilà, c'est ça. Ça, c'est quand Faustine présente sa petite dernière. Voilà. Qui est une poupée dans mon bureau et les enfants l'adorent. Ah, et votre cabinet de curiosité, c'est quelque chose parce qu'il y a des trucs de fous et on ne sait jamais si c'est vrai ou si c'est faux. L'idée, c'était de construire un univers comme ça. Il y a un loup-garou, il y a une momie, il y a des tas d'objets. Et un jour, il y a quelqu'un qui rentre dans mon bureau, une journaliste d'ailleurs, qui me regarde et le loup-garou, il fait 2 mètres de haut, etc. Mais c'est un vrai. Les enfants sont tranquillisants quand même. Alors, voilà maintenant la photo devant laquelle Maxime et Faustine passent en allant se coucher. Donc c'est un cadre quelle horreur, qui est au mur. Attendez, elle est dédicacée en plus, c'est quand même énorme. Ouais. Linda Blair, l'exorciste. Et tes enfants voient ça? Ouais, mais ils ont grandi là-dedans. Mais tes enfants vont être serial killer dans 6 mois. Laurent, ils vont tuer des gens, tes enfants. Mais non, Laurent, regarde, les enfants, ils apprennent à jouer. Ils ont le Lego Freddy Krueger. Ça, c'est vrai. C'est une blague? Non, c'est vrai. Il y a le Lego Freddy Krueger et il y a le Lego Hannibal Lecter aussi, qui est pas mal du tout. Ouais, mais les enfants se rendent pas compte, ils pensent qu'ils jouent avec un petit personnage. Oui, c'est pas pour les enfants, c'est pour cette pauvre Faustine que je plains de tout mon cœur. Vous savez, je vais dire un truc, elle est pire que moi. Ah bon? Quand on a préparé notre mariage, on est parti pour faire un mariage blanc, machin, etc. Et à un moment, on se regarde, elle me dit, on est en train de faire un truc qui ne ressemble pas, ça ne me ressemble pas. Ouais. Et elle me dit, je vais te proposer quelque chose. Et on a fait un mariage dans l'esprit Tim Burton, etc. Dans un manoir hanté. Exactement. Et là, on a la photo du gâteau de mariage. Blague à part, c'était réellement sur le sommet de la pièce montée. Ouais. Ça a été publié pour vos 6 ans de mariage, donc, sur Instagram. Alors, pour mémoire, quand même, ce qu'il faut dire, et ça justifie ce que vous venez de dire, c'est que Faustine, pour son mémoire de fin d'études, elle est allée passer 8 jours dans une morgue en compagnie des thanatopracteurs pour maquiller des corps. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Ouais. Non, mais je pense qu'on était faits pour se rencontrer. Hein. Ah bah oui, on l'a dit. Ça doit être sympa, les tiroirs chez vous. À la première rencontre, elle a tout de suite vu que vous étiez fait l'un pour l'autre. Hein. Ouais. Cette odeur de putréfaction, le charme opéré. Alors là, voilà, une photo de Faustine Bollaert.
dans sa piscine. Et quand vous voyez cette photo, est-ce que vous l'imaginez poignardé par un clown avec le sang partout dans la piscine? Non, c'est ma femme, je l'aime. Ah d'accord. Non, ceci dit, un jour, ça faisait peut-être 1 an qu'on était ensemble, elle repose un de mes thrillers, elle me regarde, elle me dit « T'as déjà tué quelqu'un ?» Non mais pour de vrai. Voilà, on se retrouve après la pub pour la suite des Terriens du samedi. A tout de suite. Bonsoir les Terriens du samedi. Bienvenue dans l'émission qui vous aide à vous faire votre panthéon en compagnie de David Ginola, d'Isabelle Nanty, de Maxime Chatham et de Laurent Baffy. Mon Lolo. Et maintenant, c'est l'heure de shopping. La promo qui s'affiche. Isabelle Nanty, rebonsoir. Bonsoir. Alors, Isabelle Nanty, vous êtes quand même la seule personne à pouvoir jouer les tuches au cinéma, plus une série judiciaire sur TF1 et faire la mise en scène d'une pièce à la Comédie Française. C'est quand même énorme. C'est une touche à tout. Voilà, bravo. Et puis tout le monde vous aime en fait. Non. Moi j'ai du mal. Tout le monde l'adore. Non, le sait. J'ai jamais entendu quelqu'un dire du mal d'Isabelle Nanty. Gna 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 gna, super sympa, gna 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 gna, super généreuse, gna 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 gna, gros lolo. Tout le monde dit du bien de vous. C'est presque énervant. C'est dû à quoi? Mais ça fait du bien d'entendre ça, parce que si vous m'entendiez parler de moi... Ah oui, je sais, mais Alain Chabat, Jean-Paul Rouve, Édouard Baird, Laurent, mais des gens amis, que je surtout. respecte et que j'estime. Bah oui, mais parce qu'ils sont doux. Ah ouais. Alors vous êtes ici ce soir pour la série Munch, qui cartonne sur TF1, plus de 5 millions de téléspectateurs. Alors TF1, j'ai remarqué en prime time, quand ils mettent des blondes pas trop grandes, ça cartonne. Bah ouais, c'est un truc. Il y avait une lucarne. Alors le pitch, c'est une avocate, c'est vous donc, Munch, qui défend des bonnes causes avec des méthodes très personnelles. Hein. Elle est associée avec Lucien Jean-Baptiste, donc, et elle est secondée par Aurélien Vic et par Tom Villa. Voilà. Et Paloma Cocan. Bien sûr. Et comment Tom ça Villa, va? c'était pas l'autre connard qui était dans notre équipe, non? Mais oui. Comment ça va avec Tom? Très bien. Est-ce que quand il est avec vous, il dit du mal de moi ou... Non, absolument pas. Est-ce que vous voulez que je vous prête Baffy pour une série? Ah oui, avec plaisir. Moi, j'adorerais jouer avec Laurent. Je suis un méchant. Un repris de justice. Un avocat qui soulèverait les jupes des confrères. On regarde à quoi ça ressemble. Magnéto, Serge. On a beaucoup changé ici. Hein. Même que Munch a dit qu'elle arrêterait ses muncheries. On a dit plus de muncheries. Elle a pris beaucoup de bonnes résolutions. Elle a même dit qu'on va se soirée dans les courants. Ça te dirait une folle nuit munchienne? C'est-à-dire? Si tu veux savoir, tu me suis. Tu te rends compte des risques qu'on prend? Ah oui. Le risque de laisser passer une erreur judiciaire. Monsieur le juge, vous êtes sourd ou quoi? Alors, je vais parler un petit peu plus fort. Ma cliente craint pour sa sécurité. Ça devient une spécialité chez vous, les évadés? Comme pour vous, les erreurs judiciaires. Si t'arrives pas à sauver mon père, il ira en prison. On va arriver à le sauver. C'est quoi ça? Ne dépassez pas les bornes. Bah justement, quand les bornes sont franchies, il n'y a plus de limites. Et voilà, donc ça s'appelle Munch. Alors, la saison 1 a très très bien marché, ce qui fait évidemment qu'il y a une saison 2. Alors dans la saison 2 quand même, autour de l'épisode 4, on va apprendre des choses sur vous. Hein. On découvre un peu sa vie, ses secrets. Voilà. Ben, ouais. Elle a tué des gens aussi, elle n'est pas très nette. Hein. C'est pas elle, mais d'autres, oui. Enfin, oui, il y a quelque chose de voilà. Alors, dans la saison 2, il y a des guests. Il y a Joe Star. Là, on a une photo de Joe Star le jour où il a voulu quitter le tournage. Et ça lui plaisait plus, il a voulu partir, et voilà, donc... En fait, ce qui m'a surpris, c'est que quand je jouais avec lui, je ne pouvais pas être agressive. Ouais. Son regard. Il a un regard d'enfant. Bien sûr qu'il a un regard d'enfant. Un enfant qui sent le rhum, quand même. Hein. Ça arrive. Alors, il y a aussi Stéphane Guillon qui joue votre ex-mari. Merci de le remettre sur le chemin du travail. C'est très bien. Est-ce que le réalisateur est arrivé
à le faire pleurer sur commande. Quasi. Comme moi. Un jour, mon prince viendra. Ah là là, je sais de quoi vous allez parler. Un jour, on sait. Non, j'ai lu une interview de vous, en vérité. Vous dites regretter d'être célibataire. Vous dites, moi, je rêvais d'avoir un mari qui me demande ma main et tout. Mais vous avez aussi déclaré, dans Paris Match, C'est la contradiction. voilà, je suis allergique à l'alcool, je n'ai jamais été ivre de ma vie. Vous voyez bien où est le problème. Bah ouais. Ah non, mais j'en suis sûre. Mais oui. D'ailleurs, Quand on est un peu bourré, c'est plus facile. C'est plus facile. Bah oui. Bien sûr, on se rend pas compte, et puis du coup, c'est trop tard, on est... Mais comment vous ne pourquoi? Je veux pas Je suis inciter, allergique, pas mais on est inciter les plusieurs. gens à boire, hein, mais Non. quand même un petit coup. Mais non, je ne peux pas, parce que je le paye tellement cher, c'est-à-dire que 10 minutes plus tard, je suis vraiment malade. Ah ouais. Il faut que j'aille me coucher pour 2 jours, Ah ouais, d'accord. les yeux bandés, Ah etc. ouais. Ah oui, à ce point-là. Ah oui. Et je le regrette parce que je pense que c'est vrai que ça m'aurait facilité pas mal de trucs. Pour dans tout le la monde, vie. hein. Vous pensez que c'est grâce à l'alcool si les gens se marient Ah ouais, en fait ah, j'en suis sûre. Disons que dans les premiers rendez-vous dans les Ah boîtes bah, de j'en suis nuit, sûre. ça peut aider quand même. Bah oui, bien sûr. Et quand les gens le lendemain sont plus bourrés, ils divorcent, comment ça se passe? Non, mais c'est comme, trop tard. comme ils ont baisé ensemble, ils restent ensemble. C'est pour exact. oublier en fait le sens des réalités. Voilà. Ouais, Il faut être perdre un fou. peu le nord. J'ai essayé de développer le sens de se mettre en état d'ivresse sans substance. Ça marche, mais pas pour ça. Vous dites alors avec beaucoup d'humilité, beaucoup de franchise comme d'habitude, j'habite un corps qui n'est pas le mien. Seul avec maman ou pas? Rue Sarrazat. Avec mon chat. Bah oui, je suis sûre qu'on est plusieurs à ressentir ça. Je ne m'habite pas. Vous vous aimez pas? Non, c'est pas ça, c'est que ce que j'étais enfant et ce qu'était mon âme allaient bien ensemble. Et puis après, j'ai eu le sentiment de ne plus être dans la bonne corps. enveloppe. Ouais. Par rapport À ce aux que j'ai pensées dans ma tête, à tout ce que j'aimerais faire, à tout ce que j'aimerais être. Arrêtez, mais vous avez Mais fait sans plein de rire. trucs. Non, mais moi j'aimerais être, je sais pas, engagée politiquement, j'aimerais avoir Ah du oui. courage. Vous aimeriez j'aimerais être à la avoir- France insoumise? Oui, mais ça n'a rien à n'importe- voir avec le corps. Vous pourriez le faire. Bah si, parce que je crois que le corps il conditionne en fait. Non, mais vous avez un corps de fille marrante et c'est ça qui vous embête, c'est ça? Non, mais de voir la vie et les gens toujours par en dessous. La taille, ça doit être chiant sur les plages naturistes. Mais bien Voilà. sûr. Vous avez une phrase que j'adore, Isabelle Nanty, vous dites « J'ai raté ma vie, mais je l'ai plutôt bien ratée ». Je pense que pas mal de gens peuvent dire peut-être ça. Ouais. En tout cas, si je refais le bilan, je me dis que je suis passée à côté de tout. Donc là, dans les dernières années de un jour, C'est énorme, je me mais- suis fait masser un jour et puis en fait, en sortant du massage, j'ai dit je viens de calculer, il me reste 5 tranches de 5 ans à vivre, il faut bien les utiliser. Voilà, c'est ce que je vais essayer de faire là maintenant. Vous savez, alors, François Hardy m'a dit un jour sur un plateau, comme ça, il me reste 15 ans à voir fleurir les cerisiers. Et c'est vrai, moi je fais le compte, hein, j'ai 70 Maman ans. Toubi, en il janvier. m'a dit, il vous reste 11 coloscopies. Il m'a dit comme ça. Ça va vite, hein, Et ma c'est vie. long, non, c'est long. Non, mais il y a Talula, là, ça va très bien. Votre fille, maintenant, vous donnez tout à votre fille, maintenant. Ça y est, tout est pour elle, non? Ah ouais, enfin, je pense qu'elle est en train de découvrir que, ouais, la vie qu'on se crée soi-même, c'est super. Elle est créative, elle est marrante, elle est non conventionnelle, elle fait rien comme personne et j'adore. C'est toujours shopping, hein, attention. Hein. David Ginola, rebonsoir. D'abord, bravo. On vous a vu présenter la cérémonie de remise de trophée pour la Ryder Cup cette année. Vous étiez parfait. Je ne sais pas si les Français ont véritablement réalisé l'importance de cet 50 000 personnes. Les gens n'ont pas du tout réalisé ce qui se passait. Je suis d'accord avec vous. Il y avait 50 000 personnes sur place pendant l'événement, puis il y avait surtout entre un peu plus de 900 millions de personnes dans le monde qui ont suivi ça. Donc c'est la France n'est pas le golf, ça n'a aucune importance, mais c'est quand même la 3e manifestation sportive au monde après la Coupe du Monde et les Jeux Olympiques. Donc ça représente beaucoup de choses dans d'autres pays, pas vraiment en France. Non. Mais par contre, c'est une très belle reconnaissance. Vous étiez formidable, hein, Ah oui, franchement. à Et vous avez son été- âge, j'enchaînais 18 trous. Moi, je dis Elle est très bonne fille. Hein. J'adore Laurent. Alors, depuis mardi, vous animez votre 3e saison
de la France a un incroyable talent. Comme quoi, finalement, vous avez échappé à la mort, mais pas à M6. Vous voyez, M6 m'a fait confiance sur beaucoup de projets. Oui, mais tu es très à l'aise. Oui. Tu n'es pas paralysé par le trac du tout. Non. Non, mais paralysé, bien évidemment. De toute façon, si j'avais été paralysé, ne serait-ce que la première minute, ils auraient pris quelqu'un d'autre. On ne fait pas de cadeaux. On n'est pas dans un monde où les gens font des cadeaux, et surtout à la télé. C'est pas les bisounours. Mais je sais exactement où je mets les pieds. Tu fais pas de centre trop long, tu es bien cadré. Ah non! Oh non! Ah non, attends, Marie, ça vous fait rire. Non, mais c'est quand même fou, Laurent, quand même. Laurent, je t'avais dit, pas la Bulgarie. Oh. Alors, on en revient à Incroyable Talent. Votre incroyable talent à vous, c'est d'avoir ressuscité. Hein. Je crois que c'est pour ça qu'ils vous ont engagé aussi, parce que c'est quand même énorme. C'est très très rare, à part Jésus-Christ. Bon, c'est pas mon talent, vous savez. Moi, j'ai rien fait. Je suis tombé sur un terrain de football qui était ma passion première quand j'avais 7-8 ans. Et finalement, ça aurait pu être en boucle la boucle. On m'a massé le cœur, on m'a amené dans une clinique, on m'a opéré, on m'a fait 4 pontages. Ce qui est extraordinaire, c'est que vous n'avez aucune séquelle à part d'être animateur sur M6. En fait, vous avez un humour qui déteint l'un sur l'autre. Hein? On nous appelle les deux enculés. Non, mais c'est exactement... Et il me met la musique. Voilà, Maxime, vous savez, on a ping et pong. Voilà, c'est ça. Voilà. Alors, cette année, dans le jury de La France a un incroyable talent, il y a les anciens qui sont toujours là. Il y a Hélène Ségara, Éric Antoine, évidemment, qui sont les piliers de l'émission. Il y a des nouveaux. Alors, les nouveaux, c'est Marianne James, donc, qu'on a reçu ici il y a 15 jours. Et il y a un jury québécois qui s'appelle Sugar Sammy, qu'on a reçu aussi. Il n'a jamais été accusé de viol, lui, comme Québécois. Curieusement, non. Vous avez trouvé le Québécois qui n'a pas été accusé de viol, finalement. Il ne dramatise pas la situation. C'est un garçon qui fait du stand-up, qui est très bon dans l'impro. Ouais, bon. On avait reçu. Et qui est très bon sur le plateau en tant que membre du jury. Il sort des vannes. Et d'ailleurs, justement, sur la première, il y a un garçon qui se présente avec une sorte de lampadaire, Monsieur Bidule, sur la tête. Et il est là, comme ça, il regarde le gars, il fait... Gilbert, c'est toi? Et ça n'a pas été coupé au montage. Non, parce que... Bravo M6, parce que les vannes sur Roson sont gardées, ça je tiens à le signaler. Bravo Thomas Valentin, bravo. Alors, Sugar Sammy est venu dans cette émission. C'est comme ça qu'on l'a découvert. Magnéto, Serge. Vous les Français, quand vous vous rendez à un rendez-vous? Un rencard, on ne sait jamais si c'est un rencard. Parce qu'ici, vous ne séparez pas l'addition, si ce n'est pas un rencard. Toutes les additions sont ensemble. Oui. Ouais, alors, parce que moi, j'ai pas de temps à perdre. Moi, mon truc, en Amérique du Nord, c'était toujours, quand l'addition venait, je disais, est-ce qu'on va coucher ensemble ou on sépare? Et il y a des femmes qui me prennent mal. Alors, je disais toujours après, je disais, regarde, on sépare l'addition et si on couche ensemble, je te rembourse. Il est très drôle. Mais c'est un très bon élément. Alors, bon, vous animez l'émission et vous avez un golden buzzer. Et ce golden buzzer, en fait, ça vous permet d'empêcher Hélène Ségara de chanter, c'est ça? Bien foutu, quand même. C'est très vite résumé. Mais non, pas du tout. On a chacun un golden buzzer. Ouais. Et on envoie le candidat en finale, voilà. Et vous avez déclaré, je fais ce que je veux avec mon golden buzzer. Faites gaffe, parce que Roson, c'est ce qui lui a coûté son job. Attention. On regarde à quoi ça ressemble. Magnéto, Serge. Mardi prochain, suite des castings de La France a un incroyable talent. C'est parti! Les performances se suivent et ne se ressemblent pas. Rigole pas, viens! Tu fais beaucoup de bien à l'industrie du buzzer. C'est excellent! Arrête tout de suite, tu es fait pour ça. Place au show et à l'émotion. On va te redonner, il y en a par la vie, j'ai oublié les merci, toutes ces choses. Je vais me souvenir de vous toute ma vie. Ça, c'est le genre de numéro qu'il faut qu'on voit dans cette émission. Vous êtes porteuse d'un message et ça me bouleverse. Instant de grâce en perspective dans La France a un incroyable talent, mardi prochain sur M6. Alors, ce qu'il faut dire, parce qu'on a parlé des chiffres avec Marianne James, donc l'année dernière c'était à 2,4 millions,
voilà, il fallait faire plus. Et vous avez fait cette semaine 3,5 millions. Voilà. Je tiens quand même à faire une précision. L'année dernière, il y a quand même eu des circonstances particulières. Il a fallu, sur quelques jours, puisqu'on était à quelques jours de la première, remonter toutes les émissions en éliminant Gilbert Rozon de toutes les images, en mélangeant les demi-finales avec les auditions. Et c'est pour ça que c'était un peu brouillon. Un peu bizarre, un mais peu là, traficoté. 3,5 millions, franchement. Et donc, c'était important cette année de repartir sur des bases solides. Ouais. Et je trouve que sur les performances des candidats, ils sont très justes. Très bonne qualité par rapport à d'autres émissions. Il y a un jury, je trouve que c'est très réussi. Par exemple? Non. Alors... On reparle de la Bulgarie ou pas? Pas tout de suite. Je t'en souviens. Oui. Bon, alors... 2 minutes de la fin, un centre trop long. Et là, on rebouche les bouteilles de champagne. Et là, vous savez quoi? Et là, c'est le drame. Alors, les enfants, ça va? Super. Alors, votre fille, Carla, a été virée de Danse avec les stars. Non, virée, c'est pas le mot. Non, mais attendez. Elle a été évacuée. C'est quand même la première star de la saison virée, quand même. Enfin, évacuée. Oui, ouais. Moi, Comment ça se fait? Je trouve ça inadmissible par rapport à elle, parce que je pense que c'est le genre de choses... Voilà, c'est peut-être celle qui n'avait pas forcément la légitimité d'être là. C'est Danse avec les stars. Carla, jusqu'à présent, ben, jusqu'à aujourd'hui, c'est ma fille. Elle est connue pour ça, même si elle est influenceuse. C'est une fille qui a eu son bac avec mention, qui a fait 4 ans d'université, qui a été graduée à l'Université de Business de Londres. Qu'aujourd'hui, je trouve que ça a été une très belle opportunité de faire cette émission, mais qu'il y a des choses, des décisions qui sont prises au niveau de l'émission qui ne me plaisent pas. C'était truqué, que c'était bon. l'électron qui devait être éliminé la première. Et si ça me touche, moi, ça ne me pose pas de problème. Mais on ne s'amuse pas, parce qu'elle a été beaucoup touchée par ça. Sur le fait qu'elle n'a pas été véritablement jugée pour ses qualités de danseuse. Elle a été jugée par le fait qu'elle n'était pas une star reconnue. Elle n'avait pas la carte, comme on dit, Magnéto Serge. Je laisse le volant, la vitesse augmente, monte le volume, elle est choquante. Ce soir on sort et c'est moi qui chante. Envoie le cachet à tous mes potes qui rentrent et on est 50 motherfuck. Ouais, ce soir on est 50 et on est 50 motherfuck. Ouais, ce soir on est 50. Oh là là, je la sens tellement déçue, la pauvre Carla. Ça s'arrête trop tôt, en plus vous dansez formidablement bien. Franchement, je sais pas quoi dire. Je sais pas quoi dire, c'était pas pour moi, je voulais vraiment rester pour lui. Hier, j'ai fait une vidéo et je disais que Dals, en fait, c'était une vraie famille. Et même si je suis restée que 3 semaines en répétition, on s'attache vraiment aux gens. Et c'était juste incroyable. Et voilà, merci à tout le monde. Merci. Peu cher. Ça fait de la peine. C'est vrai que je ne l'ai pas prévenu suffisamment de ce monde-là. De la violence, du monde de la télé, du monde de sûr. cette organisation où on vous fait croire des choses et que finalement, à l'arrivée, les choses ne sont pas ce qu'on vous a expliqué. Bien sûr. Ce qu'on va vous dire en face n'est pas ce qu'on Bien va sûr. dire quand vous n'êtes plus là. Alors, il y a le bébé, Ever, donc, la petite dernière. Juste une question. Est-ce que, lors de l'accouchement, quand même, c'était un moment très difficile, parce que, bon, l'accouchement, pour lui, c'est pas jamais... lui, Oui, d'accord, mais on est toujours inquiet. Est-ce que vous avez demandé à Frédéric Mandy d'être là, au cas où? J'ai vécu un moment exceptionnel, Thierry, parce que c'est vrai que quand on a des enfants à 24-25 ans, on est soi-même un bébé, surtout dans le milieu du football, où on est assisté de A à Z. Et c'est vrai que d'avoir un enfant à 50 ans, on réalise des choses qu'on n'avait pas forcément réalisées plus tôt dans sa vie. À 24 ans, on est égoïste, on pense qu'à soi. À 50 ans, je ne dis pas qu'on ne l'est plus, mais on devient plus ouvert sur les autres. Et c'est vrai que je remercie ma femme d'aujourd'hui, Maëva, de m'avoir donné cette chance. Elle est extraordinaire. Et maintenant, on termine avec, vous l'avez sur le bout de la langue, je suis sûr, c'est le blind test. Alors, Chatham, vous êtes prêts, là?
Je vous ai jamais vu au blind test, mon cher Maxime. On est avec le spécialiste. C'est quoi le thème? Ben, le thème, c'est, comme il y a eu El Magnifico en parlant de notre ami David, ça s'appelle El Cardiaco. On est tombé super bas. El Cardiaco. Moi, je suis désolé. Donc, ce ne sont... Magnifico, El Cardiaco. El Cardiaco. Ce ne sont que des chanteurs ou des chanteuses qui ont eu des attaques cardiaques. Qui sont morts d'une crise cardiaque. Mais non. Mais si. Mais tout le monde est mort d'une crise cardiaque. Mais Thierry, tu peux pas faire ça. Mais si, Et après, il y aura les cancers de l'anus. Ça, c'est pour toi, ça. Alors, le vainqueur devra célébrer sa victoire comme un joueur de foot qui marque un but. Attention, branchez la guitare. Branchez la guitare. Le brio. Contenez les tambours. Moi, j'accorde ma basse. 1, 2, 3, 4. Musique. Michel Berger. Ouais. Passe tous ces nuits s'endormir, à cacher son bel avenir. Voilà, attention, on continue. Emma. George Michael. Ouais. Alors, mort d'un arrêt cardiaque à 53 ans. À chaque fois, je vais donner les dates de la mort parce que c'est encore plus drôle. C'est la semaine de la Toussaint, mais c'est spécial Toussaint, évidemment. Et de la cardiologie, donc. Tu fais une pierre de coups. Attendez, juste une question. Et l'arrêt du tabac. Sur l'émission, vous m'avez invité par rapport à Incroyable Talent ou parce que c'est la Toussaint? Je sais plus, là, j'ai un doute. Attention, Emma. Jonathan. Ah oui. Jean Dujardin. Chevrolet. Chevrolet. Non, il est mort, là. Ah oui, Sarajita. Ouais, bravo. Je sentais qu'il allait y arriver. C'était pas loin. J'adore cette chanson. Ah, elle est belle. Bravo Isabelle. Rachid Taha, qui est mort d'une crise cardiaque à l'âge de 59 ans. Attention, Emma. Ah, David Bowie. David Bowie. J'ai honte. C'est bon, je suis fan. Et voilà, David Bowie, il avait eu 6 attaques cardiaques Ah et bon finalement, il est mort d'un cancer. Ouais. C'est con. À 69 ans. Ouais. Attention, Emma. Morane. Morane. Mort d'une crise cardiaque à 59 ans. Emma. Jonathan. Ouais, Jonathan, bravo. Mort d'une crise cardiaque à 62 ans. Non. Mais non. Le tennis, c'est Michel Berger. Non, mais les deux. Il avait fait un tennis aussi bon à Tahiti. À Tahiti. Je peux juste poser une question à Maxime. Ça te fait quoi d'être dans ton environnement, là? C'est quand même quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire qu'il dit rien depuis tout à l'heure. J'observe. Il écoute tout le monde parler de... Lui, il est mort là, il a eu... Mais lui, attends. Non, mais il a trois attaques, il est mort du cancer. Non, c'est juste qu'il trouve pas les chansons, en fait. Attention, ça, c'est très compliqué. Emma. Ah, ben oui, c'est... Palmer. Robert Palmer. Non. Robert Palmer qui est mort d'une crise cardiaque à... À quel âge il est 59 ans. Non, c'est moins. 48. Non, c'est plus. 53 au fond, madame, ce n'est plus vous. 53. C'est un peu plein. plus. Non, il est mort à 54 ans. Et le point, David Ginola. Voilà. Merci. Every kind of people. Il est fort, hein. Emma. Oh, les Bee Gees. Les Bee Gees, bravo. Mais c'est lequel qui est mort? Mais lequel est mort? Andy et Maurice, les deux sont morts d'une crise cardiaque. Ah ouais, les deux. L'un avait 30 ans et l'autre 53 ans. Et maintenant, on passe au Super Banco. C'est-à-dire que celui ou celle qui trouvera la réponse aura tout gagné. Voilà. Et justement là, dans ces moments-là, Maxime, je te fais le pitch. Je dis à Thierry, mais c'est injuste. Et Thierry me répond... La vie est injuste. Et voilà. Moi, je réponds pas. Et attention, hein. Emma.
Sacha Distel. David Ginola. David Ginola. Et alors David Ginola, te qui n'est cites pas mort Non. d'une crise cardiaque à 49 ans. Non mais, tu te vois pas finir en crooner, non? Non. Mais tu te vois pas finir? Non, j'adore. Ça y est, il se réveille. Je vais le taper, je vais Bon. te taper. Et maintenant, David Ginola va célébrer sa victoire comme un joueur de foot. Imagine que t'es marqué le Imagine but. que t'es bien centré. Laurent. Tu vois, Bravo. c'est là où Élégant. t'es fort. Parce que les gens, quand je leur... Ils se courent dans tous les sens, ils font comme Mbappé, ils s'atterrissent sur les genoux. Toi, tu fais... Tu vois, bravo. Replay, Serge. Bravo. Bravo, merci, merci, merci beaucoup. Voilà, c'était les terriens du samedi avec Philippe Devilliers, David Ginola, Isabelle Nanty, Maxime Chatham et Laurent Baffy. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à faire cette émission. À demain à 18h45 pour les terriens du dimanche avec Muriel Robin. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.